vais donner un petit brin de contexte. Vous le savez, moi, ma spécialité, si je puis dire, c'est de questionner le concept de Dieu et de savoir s'il fonctionne. Et pour questionner le concept de Dieu, il faut qu'on questionne également le concept de sa création, et sa création qui est l'univers. Donc l'univers incluant évidemment l'espace-temps. Et il se trouve que Dieu, on lui prête tout un tas de propriétés, l'univers a tout un tas de propriétés que l'on peut observer, et il y a une propriété qui m'intéresse particulièrement pour ce soir, c'est la propriété qui est, enfin, c'est une dimension particulière qui est la dimension du temps, et de savoir comment est-ce que se représente, comment est-ce qu'on définit le temps, comment est-ce qu'il se représente, qu'est-ce que c'est, et surtout deux notions dont on va parler ce soir en détail avec Clemzy, qui vont être le présentisme et l'éternalisme, qui sont deux conceptions de l'univers, en tout cas du temps. Je vais démarrer le diaporama parce que voilà, j'ai préparé 2-3 petits trucs, 2-3 petits schémas sur lesquels on va pouvoir discuter, toi et moi, Clemzy. Déjà, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as un mot d'introduction? Dis-moi tout. Un mot d'introduction, je vais te dire pénétration. Sinon, à part ça, tout va bien. Non, non, je me suis juste dépêché pour être là à l'heure. Donc, je suis encore un peu essoufflé, mais Eh ben non, écoute, je trouve que c'est un super débat. C'est entre la philosophie, la théologie et la physique. Donc, c'est vraiment très intéressant. c'est ça, c'est pour reprendre la citation de François Pérusse, qu'est-ce que l'univers? Et du coup, bah c'est parti. Dieu, le temps, l'univers, discussion avec Clemzy très sobrement. Et donc je vais commencer par parler de deux notions qui vont être assez centrales dans la discussion, qui sont le présentisme et l'éternalisme. Donc à gauche, il y a une représentation de ce que pourrait être le présentisme. Bon, je suis désolé, le schéma que j'ai récupéré honteusement d'internet est un peu croppé par ma tête. Mais l'idée du présentisme, c'est quoi? C'est que le passé... Si je dis une connerie, par contre, Clemzy, tu me coupes, hein, évidemment. Le passé n'existe pas, le présent existe, et le futur n'existe pas encore. Donc il n'existe pas, pour le coup. Et nous sommes au présent. Et en fait, le temps s'écoule, et nous sommes sur le moment de l'écoulement, en fait, de l'écoulement constant. On va vers le futur, mais le futur n'existe pas, et le passé qui est derrière nous, entre guillemets, n'existe plus. Voilà. Oui, dans le présentisme, faut bien préciser. T'as dit le présent, le passé n'existe pas, le futur n'existe pas, seul le présent existe. C'est Il y a ça. une petite précision, c'est le passé n'existe plus. Oui, le présent, oui, c'est ça. Le passé Parce n'existe que plus. voilà, le passé n'existe plus et le futur n'existe pas du tout, ou en tout cas pas encore. Et alors ça paraît être sans importance, ça l'est pas parce que on pourrait imaginer, je sais plus où je me suis arrêté. Oui, c'était pour dire que la distinction entre le passé qui n'existe plus et le futur qui n'existe pas encore, C'est c'est pas ça. comme le fait que le passé n'existe pas et que le futur n'existe pas, parce que par exemple dans le bloc croissant, la théorie du bloc croissant, il y a que le passé et le présent qui existent, mais le futur n'existe pas du tout. Et en fait, ce qu'on appelle le présent, c'est uniquement le passage du passé qui s'agrandit, par exemple. D'accord. Donc, bon, c'est pour ça qu'en fait, c'est contre-intuitif. Des fois, ça semble être des précisions qui servent à rien, mais en fait, c'est un sujet très précis. Voilà, c'est juste pour. Je te laisse Non mais continuer. merci beaucoup pour la précision et la correction qui est vraiment importante. Et donc, c'est ce que je présentais un peu en préparation le temps que tu reviennes. L'éternalisme suggère que le passé, le présent et le futur coexistent pour le coup. Jusque-là, je dis pas de bêtises. Carrément, c'est totalement ça. Et donc que le temps est une dimension de plus. Et je prenais pour exemple que quand je me situe à un endroit géographiquement sur Terre, par exemple je suis dans ma maison avec une coordonnée XYZ, XY donc ma coordonnée sur le plan, et puis Z ma hauteur, voilà. Donc moi je suis positionné à un endroit, c'est pas parce que je suis positionné à cet endroit que ta coordonnée à toi n'existe pas. Ça c'est logique, c'est pas, voilà, on se situe à un endroit de l'espace, tous les autres endroits de l'espace ne disparaissent pas magiquement. Et donc pour faire l'analogie, bah, c'est la même chose pour le temps. Je rajoute une coordonnée supplémentaire qui est h pour indiquer le temps. Je suis situé dans ma maison à une certaine hauteur, à une certaine temporalité. Et bah il se trouve que les autres temporalités, donc le passé et le futur, à la même position géographique spatiale, pardon, peu importe au final, existent également. En même temps, si je puis dire, mais c'est là où justement je fais un abus de langage. Mais je te laisse préciser un peu plus si tu veux. Non, non, moi, c'est très bien. J'ai strictement rien à dire pour l'instant. Il y a un truc important avec l'éternalisme, c'est qu'il y a il y a le concept de simultanéité
qui n'existe pas. Ça revient à redire ce que tu as déjà dit, mais c'est vraiment le concept de simultanéité, donc en opposition au passé, présent, futur. Là, on a plutôt avant, après et simultané à. C'est plutôt ça, les outils qu'on va utiliser, vraiment avant, après, simultané à. Donc, c'est différent de passé, présent et futur. Et il y a des relations stables dans dans les différentes coordonnées de temps. Donc, on a vraiment tel événement est antérieur à tel événement, et vraiment, le référentiel absolu du présent n'a pas de sens. Alors, évidemment, là, on va partir en physique parce que ça ressemble à la physique, mais il n'y a pas de présent cosmique. Il n'y a pas un espèce de présent figé référentiel absolu. Il y a vraiment des relations antérieures, postérieures, simultanées. Et qu'est-ce que ça veut dire simultané entre être à la gare de Lyon à 19h30 et être à la gare dans le train entre Lyon et Paris-Montparnasse à 220 km/h à 18h39, quoi. Et donc ça, pour le coup, c'est une vision qui est vraiment contre-intuitive. Parce qu'on ne suppose pas, nous, quand on est à un endroit précis de l'espace-temps, que d'autres endroits de l'espace-temps existent en même... Enfin, existent, tout simplement. Parfait. J'ai une slide après. Toc. Voilà. Ça, c'est pareil, une représentation que j'ai piquée sur Internet. Donc, où on a une vue du présentisme. Où en fait, voilà, on a l'espèce de tranche ici qui représente... Ouais, on voit mon curseur parfait. Qui représente le présent, en fait. Donc, il y a tout l'espace qui est compris dans la tranche, finalement. Et on représente la dimension supplémentaire par rapport à cette tranche-là. Et donc, nous, on est à cet endroit-là du temps. Pour vraiment schématiser le truc, mais c'est un peu ça. Et donc, on a vraiment cette idée que le reste est en transparence, puisqu'on a tout le passé qui n'existe plus, tout le futur qui n'existe pas encore, et on est sur cette tranche. Alors que ce qu'on appelle l'univers bloc, tu pourras peut-être décrire cette notion-là, mais c'est que tous les événements sont identiquement réels, selon ce schéma-là, précisément. Ils existent tous en même temps. Alors, oui, ils existent. Voilà, ils existent en même temps. Tous en même temps, c'est toujours difficile de le dire, mais non, du coup. Ouais, ils sont simultanés. On a l'impression qu'ils sont simultanés, mais le fait ils ont la probabilité d'exister tous en même temps. En fait, ça ne dit pas que tout dans l'absolu est simultané. Tout est réel, mais pas que tout est contemporain. Voilà, c'est le terme. Voilà. Et ça ne dit pas que tu peux, et ça paraît évident, mais il faut le rappeler quand même, ça ne veut pas dire que tu peux accéder librement à ton futur ou à ton passé. Donc il dit pas non plus que le changement, ça n'existe pas. Donc s'il y a changement, ça veut bien dire qu'il y a simultanéité des différents instants et que les instants sont suffisamment différents pour qu'ils puissent créer une simultanéité. Et il ne parle pas de liberté. Donc, oui. Est-ce qu'on a encore Clemzy qui a été warpé? Ah non, c'est ouais, là j'ai raccroché. Donc, il dit pas dans l'absolu que tout est simultané, mais que il est difficile de savoir ce qui existe à l'opposé de ce qui n'existe pas. Exister dans un temps précis est probable pour tout, mais ne dit pas que tout est simultané en même temps. Le futur et le passé et le présent ne se passent pas au même instant, mais tous les instants existent dans l'absolu. Ça veut dire, donc la conséquence logique de ce truc-là, que le nous de dans peut-être à peu près 2 heures qui terminons le live existe déjà. Enfin, existe, pas déjà, mais existe. Exactement. Il existe, mais pas déjà. Voilà. Il va falloir que je me rattrape moi-même parce que c'est très compliqué et c'est là où c'est très contre-intuitif de dire que voilà, il n'existe pas déjà. Et le vocabulaire est vraiment très important pour ça. Donc, ma question était, laquelle de ces deux visions, donc présentiste ou l'univers bloc, l'éternalisme, est la plus consensuelle dans les milieux scientifiques aujourd'hui? Et surtout, la question, c'est pourquoi? Disons que le problème, c'est que le présentisme, ça présente un référentiel absolu, le présent, qui n'est pas compatible avec le concept même d'espace-temps défini par Einstein. Donc, ce qui est sûr, c'est que
euh, si on considère que la relativité, c'est la définition la plus vraie qu'on ait de la façon dont l'espace-temps se comporte, il n'est pas compatible avec le présentisme. Euh, le, le, parce que la simultanéité, dans la relativité, ça dépend du référentiel. Et l'éternalisme, c'est déjà une remise en cause d'un référentiel absolu. Il y a vraiment ce concept de simultanéité, de l'importance de la simultanéité, des relations dans ce qu'est la simultanéité. Si tu as deux observateurs qui ont des mouvements relatifs, à ce moment-là, attendu ce que fait l'espace-temps, le présentisme n'est pas compatible, parce qu'il découpe le monde tous les deux. On l'a encore vu dépoper. Décidément, c'est le live de la complication pour Clemsy. Hop là. Bah, je sais pas pourquoi j'ai été descendu là. Ah, je vais travailler à faire du découpage sur ce live, ça va être bien. Je sais pas pourquoi ça m'a descendu là. Peut-être que je t'ai kické, j'en pouvais plus. Ah, bon, vas-y. Si tu as donc deux observateurs qui ont des mouvements relatifs, et ben si le présentisme était vrai, ils auraient chacun un référentiel absolu par rapport à eux, et donc ils auraient deux réalités incompatibles. Ils auraient des ensembles d'événements tout aussi présents pour l'un que pour l'autre. Or, on sait que l'espace-temps ne se passe pas comme ça. Donc, il n'y a pas de présent absolu physiquement privilégié, ni pour l'un ni pour l'autre, alors que le présentisme, c'est justement imposer ça. Donc, si le présentisme exige un présent objectif unique, alors pour qu'il marche, il faudrait qu'il n'y ait qu'un seul observateur dans l'univers. Jusqu'à preuve du contraire, on est plusieurs vu qu'on est sur TikTok, ergo, le présentisme peut pas être compatible avec l'éternalisme. Et l'éternalisme, lui, bon, bah déjà, ça y ressemble plus. Parce que il n'y a pas de présent objectif unique dans l'éternalisme. Métaphysiquement, ça ressemble un peu à ce qu'on voit dans les relations de l'espace-temps. Donc, si tu me donnes, si on essaye de voir quelle est la forme de temps philosophique la plus compatible avec l'espace-temps, c'est vrai que l'éternalisme, ça y ressemble déjà plus. C'est déjà plus cohérent. Il n'y a pas de référentiel privilégié avec l'éternalisme. Le concept de simultanéité est pas vraiment parfait, mais au moins ça ressemble à ce qu'on voit. Il y a quoi comme imperfection dans le concept de simultanéité ? De trucs qui te viennent à l'esprit comme ça ? Des choses qui posent problème, on va dire, encore aujourd'hui. Rien, bon. C'est parfait. Alors, en fait, disons que il y a une différence entre... enfin, c'est un peu subtil. Moi, je veux bien qu'on en parle dès maintenant, mais on peut avancer un peu. Hein. On va un peu en besogne. Okay. En fait, c'est lié au déterminisme. Parce que il y a des conséquences. Voilà, ça m'étonne pas. Donc, il y a une différence parce que il y a un espèce d'anthropomorphisme dans l'éternalisme qui mélange le temps humain, le temps qu'on ressent, et le temps physique. Alors, tu vas me dire, bah non, c'est plutôt une définition physique, l'éternalisme. Oui, mais non, parce que la vision de la simultanéité dans l'éternalisme est plus une vision métaphysique, voire anthropomorphique, que vraiment le concept de relativité dans l'espace-temps. C'est pour ça qu'on parle vraiment de simultanéité d'un côté, de relativité dans l'autre, et même si ce sont deux concepts qui se ressemblent, ils sont pas exactement équivalents. Alors, je pense qu'on va entrer plus dans les détails de ce que tu viens d'expliquer là avec le schéma suivant dont on a déjà parlé ensemble et que j'ai vraiment envie que tu me réexpliques en live et comme ça servira à tout le monde. C'est ce schéma-là dont on a déjà parlé rapidement. Mais si tu peux l'expliquer, je te prends un peu au dépourvu, donc si tu veux prendre le temps de le regarder, mais tu l'as déjà vu, je pense, parce qu'il est souvent présenté. Je le vois très très mal. Attends, qu'est-ce que c'est ? Ah, tu le vois mal ? Bah tu sais, c'est les deux cônes, les deux cônes de lumière, le cône du futur en haut,
Ouais. Voilà, le cône du passé en bas. Puis t'as le plan qui est l'hypersurface du présent, en gros. Et donc, on a un observeur au centre là. Pourquoi est-ce qu'on voit plus ma webcam? Alors attendez. Hop. Je sais pas si t'es encore là, toi? Oui, je suis là. C'est le live de la loose ce soir, c'est compliqué. Ah, c'est bon, on revoit ma webcam. Hop. Donc si tu me dis hein, si le schéma est trop complexe et que si je te prends trop au dépourvu par rapport à... Non, en fait, il est minuscule sur mon téléphone. Est-ce que tu Yes. pourrais me l'envoyer sur Ouais. Discord, par exemple, en même temps? Je t'envoie ça de suite. Hop. Que je te trouve sur Discord. Excusez-moi, messieurs, dames. Ouais, non, t'inquiète. Je te vois. Pourquoi ça marche pas? Va te coucher, mon chien. Va te coucher. Allez. Alors attends, je vais faire une capture. Je suis désolé, messieurs, dames. Si tu veux raconter une blague, Clemsy, en attendant, n'hésitez pas à tapoter. J'ai vu qu'on avait passé les 10 000 tapotages. Donc n'hésitez pas à Alors moi, continuer. si vous voulez, j'ai une blague. Mais bon, après... Je t'ai envoyé l'image. Hop. Bon, alors, c'est l'histoire d'un mec qui va voir une vieille prostituée et il lui demande c'est quoi Allez. les tarifs. Alors, on reprend. Je vous mettrai certainement aussi dans le lien du diapo, même s'il est très très succinct et très basique, mais le lien du diapo dans la rediff YouTube. Ça vous permettra de voir tous les schémas en grand. Donc, bah vas-y, tu as reçu le schéma? Oui, alors si je mets le micro, ça va mieux marcher. Ça va Ok. mieux marcher, ouais. Donc, elle est pas mal, effectivement, parce que là, on voit qu'il y a l'hypersurface. Yes. Yes. Bon, alors, je sais pas si vous allez le voir. Donc, en fait, ce qui compte, là, on va parler de tout ce qui se passe aux alentours du point rouge. La tête des deux cônes. Voilà, C'est le pic. ici et maintenant, quoi. Voilà, exactement. Donc, c'est la position dans l'espace et la position dans l'instant, dans le temps, on va dire. Bref. Donc, en fait, le diagramme, il montre tout ce qui se passe en fonction du point. Alors, on a un axe vertical, space. Non, pardon. Attends, comment il est? Time. Non, l'axe vertical, c'est le temps, pardon. Dans ce sens-là, ouais. Donc, on a l'axe vertical, c'est le temps. Donc, on a vers le haut, ça doit être le futur. Ouais, future light cone, c'est ça. Parce que souvent, moi, je le vois plus en deux dimensions, ce genre de cône, mais c'est pas grave. Donc, on a l'axe vertical avec le temps, on a vers le haut le futur, on a vers le bas le passé. On a donc un plan horizontal avec l'espace et le présent qui est relatif au point et à ses relations. Et donc, on a, ça c'est exactement ça, c'est bien écrit, l'hypersurface du présent. Donc, c'est tous les événements qu'on va considérer comme étant réellement simultanés par rapport à moi, par rapport à l'observateur. Donc, l'hypersurface du présent, c'est vraiment les événements qu'on va considérer comme simultanés. Dans le référentiel qu'on a, là. Hein. C'est pas dans l'absolu, mais là, à l'instant précis, cette capture instantanée d'un instant de ton espace-temps, vraiment l'hypersurface qu'on voit, elle correspond à tous les événements simultanés. Alors attention, premièrement, ça dépend de l'observateur. Donc vraiment, le point rouge, on va dire que c'est l'OREM. Et la surface, elle n'est pas universelle. Elle ne vaut que pour l'OREM, que pour le point rouge. Là, on a le cône supérieur, le futur. Ça, c'est tous les événements qui te sont atteignables causalement. Voilà. Ça ne veut pas dire que ce sont tous les événements qui existent et existeront. Ce ne sont que les événements que toi, tu peux atteindre causalement. Est-ce que tu peux définir ce que ça veut dire, atteindre causalement quelque chose, pour les gens? Je vais le faire. Et pourquoi est-ce que tu peux les atteindre causalement? C'est parce qu'ils sont suffisamment, enfin, qu'ils sont atteignables en allant à la vitesse de causalité ou à la célérité. En gros, à la vitesse de la lumière dans le vide.
tout ce qui s'éloigne de toi, par exemple, plus vite que la vitesse de la lumière dans le vide, bon, bah, tu peux pas les atteindre. Mais bref, tout ce qui n'est pas atteignable avec un signal qui va à la vitesse de la causalité, tu ne peux pas les atteindre. Donc ce cône représente tout ce qui est atteignable, attendu que tu peux les atteindre à la vitesse de causalité. Et le cône inférieur, à ce moment-là, à ton avis, qu'est-ce que ça représente ? Bah, c'est les choses qui ont pu m'atteindre à partir de leur vitesse de causalité, justement. Exactement, c'est tous les événements qui ont eu la possibilité de m'influencer parce qu'ils étaient capables de m'atteindre à la vitesse de causalité. Voilà. Donc c'est les éléments qui me déterminent. Et par exemple, si je prends la base du cône, donc tout en bas, donc en vrai, il n'y a pas de tout en bas, ça on en parlera du début du temps. Mais peu importe, je regarde sur mon schéma, je prends tout en bas. Si je sors mon curseur trop à gauche, il s'est passé un événement à cet espace-temps-là, bah, vu qu'il est en dehors du cône, il ne peut pas m'atteindre. Exactement. Donc, on voit que l'hyperespace du présent, dans l'absolu, il n'a pas de limite. Bon, bah, l'hyperespace du présent qui se trouvait à une distance plus grande que ce que le cône forme, par exemple, en dessous de moi, correspond à tous les endroits de l'espace-temps qui étaient trop éloignés de moi pour pouvoir m'atteindre à la vitesse de 300 000 km par seconde. Donc, ils ne peuvent pas m'avoir influencé. Exemple, imaginons un petit personnage qu'on va appeler Lolorem, qui habite sur Alpha du Centaure. Le fait qu'il ait, je sais pas moi, crié très fort sur Alpha du Centaure il y a une demi-heure, ne peut pas avoir eu d'incidence sur le Lorem-Lo d'aujourd'hui, qui est sur notre bonne vieille Terre. Parce que sa distance était telle que tout ce qu'il a pu faire il y a une demi-heure, enfin rien de ce qu'il a pu faire il y a une demi-heure ne peut t'avoir atteint. Parce que tu es beaucoup, beaucoup, beaucoup trop loin. Pareil, un photon que tu as émis il y a une seconde ne peut plus, après cette seconde, avoir la moindre impact sur toi parce qu'il s'éloigne de toi justement à la vitesse de causalité. Donc il ne pourra plus jamais avoir d'influence sur toi. Tu peux avoir des séquelles du fait que ce photon t'a traversé, par exemple. Imaginons qu'il était extrêmement chargé. Mais ce que tu as, ce sont les séquelles, c'est les conséquences sur ce qu'il t'a fait. Mais dès lors qu'il n'est plus en toi, tout ce qui se passera pour ce photon ne pourra plus jamais, ce photon-là, ne pourra plus jamais t'atteindre, attendu qu'il continue dans la même direction et que tu le fais pas rebondir sur un miroir, par exemple. Donc, les choses n'ont pas besoin d'être très loin d'un point de vue spatial pour ne pas pouvoir t'atteindre. Il suffit que il soit incapable de t'atteindre à la vitesse de causalité. Un photon à la vitesse de causalité, il ne peut plus t'atteindre à partir du moment où il est plus proche de toi. C'est terminé. Et pareil pour le cône futur, tu ne pourras plus jamais influencer ce photon. Ce photon-là, s'il reste dans un mouvement uniforme, rectiligne surtout, quoi que tu fasses, que tu trépignes ou pas, que tu fasses exploser une bombe ou pas, tu ne pourras plus jamais influencer ce photon parce que tu es sorti de son cône, de son past light cone. Voilà. Ça marche. Donc après, bon, ça en dit pas tant sur l'éternalisme à proprement parler. Ça dit juste comment fonctionne l'espace-temps et ça décrit surtout l'importance de la vitesse de la causalité, qui est la vitesse de la lumière. C'est un synonyme. Enfin, c'est un terme qui parle de la même chose. Oui, exactement. Ça marche. J'ai essayé d'agrandir pour les gens d'en bas. Je suis désolé, effectivement, c'est très petit, mais ça, c'est les jouets de TikTok. Je vous donnerai les ressources dans la description de la vidéo quand je la publierai. Et alors, moi, j'ai une question pour toi, avant qu'on passe à autre chose avec dans ce... Oui, professeur. Dans ce plan, qu'est-ce qui est réellement invariant ? Parce qu'on pourrait croire qu'il y a un invariant dans ce plan. Imaginons que je te demande rapidement, à ton avis, dans ce plan, qu'est-ce qui est invariant ? Donc, invariant qui ne change pas, qui ne bouge pas. Ouais. Bah, je dirais l'ensemble de l'espace-temps. Oui, c'est pas faux, mais la plupart des gens vont te répondre le point rouge.
Euh, En fait, c'est juste que, dans ma compréhension, hein, quand on passe à l'hypersurface du présent d'après, on est déjà plus le. On est déjà plus le gars du truc du passé, enfin de N-1 si tu veux. Donc en Tout à fait, fait. c'est la Ça, succession simplement d'états. Je suis mais juste dans l'état de N+1. tout à fait. Mais la question est, est-ce que ce plan, à un moment donné, fait changer le point rouge? Non, le point rouge, Non. normalement, il semble être invariant. Ouais, pour moi, oui. Voilà. Mais le plan, il change selon ta propre vitesse. Donc, le point rouge représente le présent. On a l'impression qu'il représente le présent dans l'absolu. Le présent absolu. Mais en fait, le présent, le point rouge, il est lui-même dynamique. Parce qu'en Ok. fait, le plan en lui-même, il va changer selon la vitesse de l'observateur. Les formes de cône vont changer en fonction de ta vitesse. C'est pour ça que si jamais on fait le cône de lumière d'un photon, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Parce que le cône de lumière d'un photon va pas du tout ressembler à ça. Donc, ce qui est invariant, c'est pas le présent. Ce qui est invariant, c'est la structure causale. La causalité, c'est plus important que la simultanéité. C'est le cône de lumière qui est invariant. Et ça, c'est contre-intuitif. Voilà. Bon, En fait, ça questionne surtout ce qu'on veut définir et ce de quoi on parle quand on parle de la perception de moi qui perçoit vraiment moi, ce que c'est que moi, et ce que ça veut dire de j'ai conscience de ma position en tant qu'observateur dans l'espace-temps. oui, Ok. exactement. Dans ces cas. Mais en fait, ouais, c'est ça, c'est que l'éternalisme suggère que ce truc-là, le moi qui observe l'espace-temps, c'est un curseur qui se balade, entre guillemets, sur l'espace-temps, dans l'espace-temps, mais qui techniquement n'influe pas sur les causes en tant qu'observateur. C'est-à-dire que la conscience n'est que on va dire, le spectateur des événements, des pensées qui me traversent, hein, de l'ensemble des choses, mais je ne suis qu'un spectateur de cette espèce de bloc de temps sur lequel je me balade. Enfin, je me balade dans une direction. Oui, exactement. J'espère que c'est clair ce que je viens de dire, parce que c'est important pour les gens d'en bas, mais on va vraiment en parler encore plus en détail après. Ça va être intéressant. Donc le temps, c'est quoi? Est-ce que le temps, comme représente ma petite flèche là, donc il y a une flèche du temps, ça on va en parler, mais est-ce que c'est une succession d'instants, par exemple? Est-ce que c'est des granules d'instants, C'est quoi le temps? C'est à moi que tu poses la question à nouveau? À chaque fois, oui. Ça Non, mais sera à toi. quand tu dis que tu m'as pris au débours, tu m'as vraiment pris au débours. Ah ouais. Écoute, moi je profite de Je profite de mon expert. T'inquiète, quand je vais parler de Dieu, ça sera peut-être un peu plus moi. Bon. Mais là, je te laisse poser les prémices. Alors, pareil, c'est subtil. On va parler disons, de la relativité telle qu'on la conçoit d'un point de vue standard. Est-ce que c'est une succession d'instants? Oui et non. Il n'y a pas de raison de considérer, quand on fait des calculs relativistes, que c'est une succession d'instants minimum, un peu comme avec l'énergie. Il y a pas de, on considère pas vraiment qu'il y a un quantum de temps. On considère qu'il y a un quantum d'action, ça oui. Donc tu peux échanger les paquets d'énergie uniquement par quantité fixe. C'est un petit paquet avec une valeur très précise, plus un petit paquet, plus un petit paquet. Il n'y a pas de demi-paquet ou de 2/3 de paquet ou de 9 cinquièmes de paquet, ça n'existe pas. C'est toujours les mêmes petits paquets qui s'échangent. En relativité, on considère que le temps est une coordonnée que tu peux diviser à foison. Est-ce que vraiment c'est la réalité? Très certainement que non. Parce que tu as le temps de Planck qu'on peut imaginer comme étant le petit paquet irréductible de temps,
Mais qu'est-ce que ça veut dire un petit paquet de temps plus un petit paquet de temps? Parce que ça voudrait dire que tu as un petit paquet de temps qui s'échange instantanément avec un autre petit paquet de temps. Mais qu'est-ce que ça suppose un paquet de temps plus un paquet de temps qui sont passés de l'un à l'autre instantanément? Donc, c'est un peu subtil. Tout ce qu'on sait du temps, c'est qu'en tout cas, il va dans un sens, il revient pas en arrière, ce qui est totalement contre-intuitif. Enfin, c'est intuitif pour nous qui vivons dedans, mais dans l'absolu, c'est complètement arbitraire. Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas revenir en arrière. Or, c'est le cas. Alors, on a des cas où, en réalité, cette symétrie est pas parfaitement... Parce que normalement, si on applique une symétrie parfaite qu'on appelle CPT, on est capable de pouvoir inverser tout événement dans un sens comme dans l'autre et être incapable de les différencier si tu inverses la symétrie parfaite. Il y a quelques exceptions entre le chaos neutre et le meson B, par exemple, ou d'autres particules élémentaires où ça viole la symétrie CPT. Bon, peu importe, on va pas rentrer dans les détails. Mais alors, attends, sur ce point-là, parce que j'ai eu cette conversation rapidement avec Tony, mais en gros, on ne peut pas revenir on peut pas revenir en arrière, on suit la flèche du temps. Mais ce qu'on a vu, ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est que c'était finalement nous, en tant qu'observateurs, l'espèce de moi observateur, spectateur de notre espace-temps, donc qui se balade et qui suit cette flèche du temps. Mais on peut envisager qu'un spectateur le parcourt à l'envers, techniquement. C'est juste que pour lui, ça serait... En fait, je sais pas si l'idée est très vague, hein, mais c'est de dire que lui, il voit une espèce de normalité de choses, de l'inversion de l'entropie totale en permanence, mais tu vois, c'est un espèce d'observateur qui glisse de l'autre côté. Une espèce de conscience qui se balade différemment dans l'espace-temps. Mais nous, quand on le croise, entre guillemets, il va dans le bon sens. Parce que son corps, tu vois, va dans le bon sens. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. C'est que on peut imaginer d'autres formes de conscience, c'est vraiment du spéculatif, des consciences qui se baladent dans une autre direction. Oui, mais seulement, il n'y a aucune raison que... En fait, pour suivre la flèche du temps, il faut remplir des conditions. C'est pour ça qu'on parle je parle de symétrie CPT. Imaginons, par exemple, que je veuille renverser le temps, mais conserver mes conjugaisons de charge, le C, et ma parité, ma position dans l'espace. Et ça, je peux pas le faire. C'est sûr et certain. Pourquoi ? Parce que je serais parfaitement capable de dire tel voyageur va dans tel sens de la flèche, tel voyageur va dans tel sens de la flèche. Et ça, c'est pas possible. C'est mathématiquement faux. Pour que tu puisses aller dans un sens dans la flèche du temps, il faut que tu conserves ta conjugaison de charge, ta parité, ta position dans l'espace, et ta position dans le temps, ta flèche du temps. Donc pour pouvoir inverser la flèche du temps, tu peux le faire attendu que tu es capable d'inverser ta conjugaison de charge, que tu transformes tes particules en antiparticules, et que ta coordonnée, ta parité, soit inversée aussi. Et là, en fait, c'est comme si tu n'avais rien fait. Parce qu'il n'y a aucune différence entre un voyageur avec une conjugaison de charge, une parité et une flèche du temps qui mettrait un moins, renverserait tout le reste. Il renverse le temps, mais du coup, il renverse sa parité et ses particules se transforment en antiparticules. Et en fait, c'est le même voyageur, sauf que c'est un voyageur inversé. Et il serait impossible de savoir lequel va dans le bon sens. Clairement. C'est ce que je disais, tu vois. Voilà. On sait que c'est pas le même voyageur, mais les causes et les conséquences vont dans le même sens. En gros, pour prendre une analogie, ce serait comme un train qui se déplace en marche arrière sur ses rails. Ce serait comme un train qui se déplace en marche arrière sur ses rails, attendu qu'il ait inversé toutes ses particules, que toutes ces particules aient changé de charge, et que sa position dans l'espace ait suivi une symétrie parfaite. Donc c'est le miroir, ce serait plutôt le miroir d'un train, c'est le miroir d'un anti-train qui va sur des anti-rails en arrière. Allez, demandez à ChatGPT de générer une image de ça maintenant. Ça, c'est déjà plus précis, parce que imaginez que c'est un train qui va sur des rails dans l'autre sens, ça veut dire que c'est un train avec les mêmes particules et la même parité. Ça, c'est pas possible.
En Oui. revanche, un anti-train en miroir sur des antirails qui va dans l'autre sens que le train, de base, là oui. Donc c'est bien un anti-train sur des antirails miroirs qui a suivi une transformation de parité, une inversion spatiale. Ok. Bah, je te dis, il faut réussir à faire générer ça par un illustrateur compétent parce que. Mais je vois. C'est Donc pas c'est. évident, hein. Mais ça te montre quoi? Qu'est-ce que ça montre là-dedans? À nouveau, je vais répondre à la question parce que c'est impossible à trouver. C'est que vraiment, le temps tout seul, ça n'existe pas. L'espace tout seul, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'espace-temps. Et là, le problème, c'est qu'à chaque fois, on essaye de penser chaque objet de façon, comment dire, isolée. Et ça marche pas comme ça. C'est pour ça que le coup du train qui va à l'envers, ça nous semble intuitif, alors qu'un train qui va à l'envers, ça n'est pas l'équivalent d'un train qui suit une flèche du temps différente. Parce qu'il faut un anti-train miroir. Parce que Ah oui. l'espace et le temps sont intimement et dynamiquement liés. Oui, alors quand je parlais du train à l'envers, les rails pour moi c'était l'espace-temps. Et c'était que le fait. Si les rails c'est l'espace-temps, C'est ça. alors oui, exactement. Si Le les train rails fait c'est marche l'espace-temps, arrière sur l'espace-temps, en gros. voilà, le train fait l'anti-train. Oui, l'anti-train. L'anti-train miroir fait marche arrière sur les rails de l'espace-temps. Là, d'accord. Mais, attention, comme je te l'ai dit, le renversement du temps, il peut marcher pour absolument tout, et pourtant, on a des interactions où ça marche pas. L'interaction faible, le meson K, le chaos neutre, le meson B, bizarrement, les inversions ne fonctionnent pas. En gros, je vais dire ça comme ça consomme plus d'énergie un anti-chaos neutre miroir qui va à l'inverse de notre flèche du temps qu'un chaos neutre qui va dans notre sens, à nous, dans notre flèche du temps. Okay. Un anti-chaos neutre miroir consomme plus d'énergie pour aller dans la flèche inversée que notre chaos neutre qui va. Donc peut-être que la seule raison pour laquelle le temps va dans un sens, c'est parce que c'est dans ce sens-là, quoi que ça veuille dire, c'est le plus optimisé. Que c'est le plus optimisé, que c'est le moins consommateur d'énergie, que les géodésiques sont les plus efficaces. Oui, parce que. Ok, parce que oui. Il y a quelqu'un excuse-moi, il y a quelqu'un qui a sorti une phrase extraordinaire. Ça se voit que vous êtes des Sagittaires. Je suis Sagittaire pour le coup. C'est vrai? Ah ouais, non, pas moi. C'est pas Sagittaire. Ok. Bon, ça donne une définition complexe parce que le sujet est plus complexe que ce que les gens ont tendance à penser parce que généralement, quand tu veux définir le temps, t'as presque toujours besoin d'être circulaire en fait. Nous, en tant que random qui définissons le temps. Le temps, c'est quoi? C'est une succession d'événements dans le temps. c'est la grosse difficulté. Oui. Ah bah oui, c'est totalement tautologique. Ouais. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a un début au temps et une fin au temps? Alors, le truc, c'est que là récemment, on m'a beaucoup partagé une vidéo donc d'un apologète qui répond à une autre personne, peu importe, et il commence sa démonstration en nous expliquant que le Big Bang, c'est le début absolu de l'univers. Or, ce qu'on sait du Big Bang, la seule chose que l'on sait du Big Bang, c'est que c'est le début de quelque chose, bien sûr, mais c'est le début de l'expansion de l'univers, donc de l'expansion de l'espace-temps, de l'ensemble de l'espace-temps qui commence à s'étendre. Ça ne veut pas dire que il n'y a pas une autre il n'y a pas des hypothèses qui fonctionnent qui remettent du temps précédent le Big Bang, par exemple un rebond, hein, souvent on a cette image là. Des multivers, peu importe, hein, ça c'est aussi une hypothèse avec des temporalités différentes ou parallèles, pourquoi pas. Mais est-ce que c'est obligatoire, Clemzy, qu'il y ait un début au temps et une fin au temps, du coup, de fait?
déjà, sans rentrer dans le GVB, etc., past complete, etc., c'est tout simple. Ce que dit le modèle lambda CDM, ce que dit la relativité, ce que suppose notre univers et tout ce qu'on teste dans l'univers, c'est qu'il y a clairement une frontière. Ça, c'est vrai. Il y en a qui disent cette frontière égale début. Ils font cette équation. Ils considèrent que c'est une égalité parfaite. La frontière qu'on définit dans le modèle standard lambda CDM, ils considèrent que ça, c'est le début du temps. Très bien. Imaginons que ce soit vrai, que c'est le début du temps. Si c'est le début du temps, ça veut dire que le temps a émergé de rien, parce que ça veut dire que t égale 0. Rappelez-moi, quel est le résultat de tout objet multiplié par 0 ? 0. Voilà. Pour la faire simple, je vais la faire très très simple. Il y en a qui vont me dire « Ah, c'est pas comme ça qu'il faut le voir ». Oui, non, mais enfin, si, dans les équations, c'est ça que ça veut dire, en gros. Donc, ce que ça suppose, c'est que cette frontière que l'on connaît parfaitement avec le modèle standard, on sait à quel moment les outils qu'on a ne fonctionnent plus. Qu'est-ce que ça dit ? Ça ne dit absolument pas qu'il y a un début du temps, ça indique qu'il y a une limite de validité du modèle. C'est tout ce que ça dit. Ça dit, après, entre guillemets, de l'autre côté de cette frontière, nos outils ne fonctionnent plus. Mais tant qu'on n'est pas à cette frontière, nos outils fonctionnent parfaitement. Donc, c'est justement la prise de conscience qu'il y a une limite de validité, mais ça ne dit rien sur la nature même du temps. En plus, le temps tout seul, on sait que ça n'existe pas. Donc déjà, il faudrait parler du continuum espace-temps. C'est ça. Seulement. Et ça, si tu considères que le temps démarre à ce moment-là, eh ben, ça veut dire qu'il y a une différence entre l'espace et le temps. Parce que est-ce qu'ils disent en même temps que l'espace apparaît à ce moment-là ? Bah, c'est ce qui est supposé. Bah déjà, ce que tu as dit, les apologètes, la plupart avec lesquels je débat, le disent. Hein, ils citent souvent la maxime en latin, hein, ex nihilo nihil fit. Donc rien n'émerge de rien en gros, dans l'idée. Oui. Donc ils supposent que l'espace-temps en entier a un début absolu et que ce début, bah, c'est l'acte de création de Dieu. Oui, très bien. Donc, si c'est vrai, alors si c'est vrai, ça pose un nombre de problèmes. Ça en reviendra aussi. Voilà. Mais la conclusion relativiste de tout ça, c'est que on peut considérer que le temps est borné vers le passé. Mais ça ne veut pas dire que le mur de Planck, déjà c'est ça, et que c'est un commencement dans l'absolu. Bon, t'as des modèles déjà où ça fonctionne très bien sans temps initial. Par exemple, Hartle et Hawking, ça fait partie des grandes contributions qu'a donné Hawking grâce à Hartle. Il faut avouer que Hartle a énormément travaillé aussi dessus. On a le temps qui devait... Je vais le résumer très vite, mais pour que vous sentiez ce que ça veut dire. Le temps, ça devient de l'espace près du Big Bang. Il n'y a pas de frontière initiale du temps, ça n'existe pas. La seule chose qui se passe, c'est qu'à l'instant du Big Bang, le temps devient de l'espace. Et il n'y a pas de singularité. C'est un peu comme le pôle Nord. C'est souvent ce qu'on utilise comme analogie. Il n'y a pas de point avant, mais il n'y a pas de bord non plus. Voilà. Bon, moi, ce que je préfère, la gravité quantique à boucle, on ne va pas rentrer dans les détails, sinon je ne vais jamais m'arrêter. T'as l'inflation éternelle, bon, bref, tout ça pour dire que quand on parle du début de l'espace-temps avec le modèle lambda CDM, si tu te plonges dans les équations, ça ne dit absolument pas ça. Vraiment, faut s'enlever. Mais elle est très intuitive.
c'est le moment de la naissance. La naissance, ça fait penser au bébé. Il y a bien un moment où tu sors de... Mais en fait, en réalité, si on voulait faire une analogie, est-ce que c'est la naissance de l'univers, c'est l'équivalent du spermatozoïde qui rentre dans l'ovule, ou est-ce que c'est la naissance de l'enfant qui sort par les parties basses de la mère, enfin tu vois. Et en fait, on ne sait pas vraiment quel est le début de l'existence d'un bébé. Et ben là, c'est un peu pareil. Il y a un espèce de flou artistique qui dit confondre la naissance avec le début de l'existence d'un bébé. C'est faux. Tout ce qu'on sait, c'est que le bébé, avant qu'il sorte par voie basse ou par césarienne de sa maman, il a toujours été à l'intérieur de sa maman et ensuite il vivra à l'extérieur de sa maman. C'est ça que représente la naissance quand tu vas à l'hôpital. Ça, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que quand un bébé naît, il commence à exister quand il naît. Il a commencé à exister bien avant. Mais c'est juste pour faire sentir la chose. L'analogie là, c'est juste de dire que l'acte de naissance à l'hôpital représenterait le Big Bang en l'occurrence. Sauf voilà, qu'on ne sait pas ce qui se passe avant de l'accouchement, quoi. Exactement. C'est confondre la conscience du bébé avec sa naissance à l'hôpital. Ce sont deux choses différentes. C'est vrai qu'on le prend comme base pour calculer son âge, mais en réalité, on peut considérer que votre âge est toujours reculé de 9 mois. Parce qu'on peut voilà, on peut très bien considérer que vous avez commencé à exister quand votre papa et votre maman ont eu des rapports intimes. Donc, c'est un flou artistique, c'est une frontière où les outils mathématiques ne fonctionnent plus. Et c'est tout ce que ça dit. Voilà. Ok, donc en l'état, pour résumer ce qu'on vient de dire là, c'est que peut-être qu'il y a un début absolu à l'espace-temps, même quoique ça semble très compliqué, parce que justement ça voudrait dire que l'on part d'absolument rien vers un quelque chose. Ça c'est compliqué, donc c'est là où certains placent Dieu, et on va en parler. Mais a priori, la seule chose que le Big Bang nous dit, c'est, à partir de là, on ne sait pas. On a des hypothèses, il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres, il y en a qui sont plus farfelues que d'autres, mais on ne sait pas. Et peut-être que et c'est une vraie preuve d'humilité, et c'est fondamental que les gens puissent reconnaître qu'ils ne savent pas. Et la base des dogmes part vraiment sur ce principe-là de donner des explications sans savoir et les prendre pour vraies sans les prouver. Le truc, c'est que oui, Dieu, c'est une explication au Big Bang. C'est une explication, mais elle n'est pas prouvée. Et la prendre pour vraie par défaut, c'est autant valable que de dire c'est la gravité quantique à boucle qui est vraie, c'est la théorie des cordes, et ce que ça peut impliquer pour ce qui est du début de l'univers, tout ça. Et ça n'est pas une preuve que c'est faux, hein. Et également, on sait qu'il n'est pas nécessaire. L'univers peut être tel qu'il est sans avoir besoin d'invoquer un Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Vous croyez ce que vous voulez. Mais en tout cas, l'argument de croire que la seule explication logique et physique à l'existence de l'univers, c'est d'ajouter un Dieu nécessaire, c'est faux. Un espace-temps nécessaire, ça marche très bien aussi. La gravité quantique à boucle, ça marche aussi. La nucléation de bulles, de recombinaison du champ de Higgs, ça marche aussi. Enfin, bon, voilà, il y a plein de choses qui marchent. Mais donc, le truc, c'est que ça pose un problème pour les apologètes, et on va y venir juste après. C'est à ce schéma-là, cette représentation-là. Donc, qu'est-ce que j'ai voulu représenter ici ? On a là le temps qui est infini, donc qui n'a pas de borne. Bon, ça sort de mon écran, mais voilà, dites-vous qu'il n'y a pas de borne du début, il n'y a pas de borne de fin. Et le truc, c'est la question. Nous, on est ici, on est au niveau de la flèche orange pour vous d'ailleurs. Les couleurs sont bizarrement inversées sur le live, mais peu importe. Vous êtes au niveau de la flèche orange, et comment est-ce qu'on arrive à maintenant ? Parce que oui, la question se pose. Si j'arrive à maintenant, c'est qu'il y a eu un instant précédent, même si, voilà, on va partir du principe que le temps est granulaire pour un souci de représentation du truc, mais qu'il y a eu un instant n-1, n-2, n-3, etc. Et ça veut dire qu'on remonte à l'infini. Donc comment est-ce qu'on part de l'infini ? Et les mots sont très, très bien choisis, parce que c'est les mots généralement employés par les apologètes. Comment est-ce qu'on part de l'infini pour arriver à maintenant ? Partir d'un temps à infini pour arriver à maintenant. Et ils font l'analogie, l'image qu'ils utilisent souvent, c'est le fait de sauter d'un puits sans fond. C'est vrai que si moi je suis dans un puits qui n'a pas de fond, j'ai pas de zone pour prendre appui, pour sauter vers l'extérieur du puits. Et eux, ils supposent que du coup, on essaye le moment présent, c'est l'extérieur du puits,
et qu'on n'avait pas de zone, notre puits n'a pas de fond, donc on n'a pas pu sauter à l'extérieur de ce puits. L'image n'est pas bonne, et la question est mal posée. L'image n'est pas bonne parce que, en réalité, on n'essaye pas de sortir du puits. On est dans le puits, et à la limite, si on devait reprendre cette analogie-là, c'est comme si on volait dans le puits vers l'infini et au-delà, j'ai envie de dire, pour reprendre la maxime de Buzz l'éclair. Mais le truc, c'est que on ne demande pas à savoir comment est-ce qu'on fait pour partir de l'infini. Parce que l'infini, ce n'est pas une valeur. On ne dit pas, ce point de départ-là, ce chiffre-là, c'est l'infini. Non, l'infini, c'est le concept. C'est, dans le cas présent, quand on parle du temps, c'est un enchaînement causal infini. Mais lorsque moi, je suis né, et je vais prendre une analogie encore en utilisant l'espace parce qu'il est beaucoup plus intuitif, quand moi, je suis né, j'étais le résultat de la succession de n-1, n avant ma naissance. Donc il y a eu avant ma naissance, et moi je suis parti, mon état de conscience commence là. Mais j'ai pas besoin de parcourir l'ensemble depuis l'infini. Il y a juste un point, et c'est là où on retrouve l'idée avec l'univers bloc. Il y a un point de l'univers bloc, une coordonnée, où mon état de conscience démarre. Et moi j'ai juste besoin de ça. Et pour prendre l'image avec l'espace, quand je suis né sur Terre, dans une ville précise, à un temps précis, mais là on va juste parler de la ville précise, j'ai pas eu besoin de parcourir l'espace depuis quelque part dans l'espace qui est l'infini, me déplacer avec mes petites jambes qui n'existaient pas encore pour arriver à cet endroit précis de l'espace. J'ai pas eu besoin d'avoir à parcourir l'intégralité de l'espace pour arriver. C'est pareil pour le temps. Mon état de conscience, quand elle a démarré, donc l'état où je peux témoigner, le début de mon témoignage, j'ai pas eu besoin de parcourir l'ensemble du temps pour y arriver. Il a démarré à cet instant-là. Est-ce que tu veux compléter Je trouve c'est non, je trouve que c'est très bien. Après, moi, je comprends sincèrement que l'idée d'un passé infini comme impossible et semble intuitif. Parce que c'est ça. Moi, souvent, quand on me pose la question, je pose une question simple. On voit bien ce que ça représente 1 ou 2. Un être humain, une banane, une pomme, une terre, une lune, enfin bon, voilà. On voit. Le 1, dans l'absolu, ça représente l'unité, et 2, ça représente dans l'absolu 2 fois la même chose. Donc on voit bien ce que représentent les nombres. Très bien. Est-ce que moins l'infini et plus l'infini sont des nombres ? Non. Ce ne sont pas des nombres. Exactement. Ce sont des concepts. C'est le concept de « ça ne s'arrête pas ». Donc, c'est ça. Le point qu'on va appeler le point 1, par exemple, on va l'appeler comme ça. Le point 1, c'est un vrai point. Le point 2, c'est un vrai point qui arrive après le point 1. Et le point 3, c'est le point qui arrive après le point 2, dont la quantité est exactement la même que celle qui existait entre le point 0 et le point 1. Et puis on continue comme ça. Voilà. Donc le point 1, le point 2, le point 3, même le point 0, c'est un point qui existe. Le point moins l'infini, ça n'existe pas. C'est ça. Donc, ça ne sert à rien de parler du voyage, du point moins l'infini vers le point 0, parce qu'il n'y a pas de point moins l'infini. C'est uniquement un concept. C'est le fait qu'il y a eu une infinité de points. C'est tout. Donc, l'existence d'un point, il ne dépend pas d'un processus de complétude, le vrai terme normalement c'est de complétion, de l'infini. C'est pas ça. L'existence d'un point, elle dépend pas de ça. Vraiment, c'est la différence entre le parcours et ce que représente l'infini. Mais l'intuition, elle est logique. T'as un passé infini, donc t'as une infinité d'étapes, donc je peux pas arriver ici, parce qu'une infinité d'étapes, ça suppose toujours une étape de plus. C'est ça. Évidemment, on a bien compris. Ça suppose une infinité d'étapes de plus si moins l'infini est un point. Mais moins l'infini n'est pas un point. Donc il ne s'agit pas de parler du voyage du point qui commence à moins l'infini. Tout ce que dit moins l'infini, c'est qu'il a existé une infinité d'étapes
mais on ne dit pas que le début commence à moins l'infini. On dit que le concept même de nombre de points ne se termine jamais. Il n'y a pas de compteur cosmique. Il C'est n'y a ça. pas une... Voilà. Et ça, En, c'est contre-intuitif. Je suis en d'accord. fait, ouais, les apologètes, quand on leur dit, quand on a ce genre de débat, j'ai eu un débat avec Balzac, vous pouvez trouver sur ma chaîne, mais j'ai eu ce débat plusieurs fois. Le truc, c'est que on leur dit il n'y a pas de début. Et la réponse qu'ils nous donnent, il n'y a pas de début jusqu'à preuve du contraire. Et la réponse qui nous est donnée, c'est s'il n'y a pas de début, ça veut dire qu'il y a un début infini dans le passé. Et c'est là où il y a une arnaque sémantique. Il n'y a pas de début infini dans le passé. Il n'y a pas un point de départ qu'on a positionné à l'infini. Non. Il y a... On le voit là avec une droite. Hein. Une droite, c'est une ligne avec une infinité de points pour le coup. Là, on peut partir du principe que c'est ce qui se passe ici. Bah, chaque petit trait existe sur ma droite sans pour autant que j'ai eu besoin de parcourir l'ensemble de ma droite. Pour autant, ma droite est infinie. Même si en tant qu'humain fini, avec une intelligence finie, je suis désolé de dire ça de moi-même, et croyez-moi que ça ne se reproduira pas, mais mon intelligence est finie, et j'ai du mal à concevoir et à percevoir l'infini. Ça, c'est véritablement ce que disait Clemzy, hein, dans le principe, c'est que pour nous, la conception de l'infini, elle est... On voit ce que c'est, on arrive à poser des mots dessus, à le décrire, on peut même le manipuler mathématiquement, on n'a aucun problème, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'impossibilité logique à la manipulation d'infini, parce que mathématiquement, on arrive à le manipuler et à faire des calculs sur une base d'ensemble infini. On arrive à faire tout ça. Pour autant, nous, de le matérialiser dans notre esprit, d'essayer de se le représenter, bah, c'est impossible. Mais c'est pas pour autant que si on n'arrive pas à le représenter, ça en fait une impossibilité logique. Et ça, j'utilise le terme impossibilité logique cher à la team PDF. Bah oui, un univers infini n'est pas une impossibilité logique. Et ça, c'est très très important de l'avoir en tête, parce que ça veut dire que si on part du principe que ce serait une impossibilité logique, oui, forcément, ça ferme toutes les portes d'univers infini. Donc, il y a beaucoup de modèles qui s'effondrent en partant de ce principe-là. Le truc étant que, généralement, et ça on va y venir aussi en détail juste après, si on suppose que l'univers est fini, on suppose aussi qu'il a un créateur, qui lui est de l'ordre de l'éternel. Alors qu'il soit hors du temps, donc c'est souvent ce dont on parle, et c'est ça dont on va parler, il est hors du temps, mais en tout cas, voilà, lui, il est infini, dans sa puissance, voilà. Il a tout un tas d'infinités en lui, qui ne pose pas de problème conceptuellement. Alors pourquoi ça poserait pas de problème conceptuellement dans tous les attributs de Dieu qu'on lui donne et qui sont infinis, et pourquoi ça pose magiquement problème pour le temps lui-même, ou l'espace-temps, de façon générale. Dont on est obligé, comme on l'a dit précédemment, de parler comme étant un bloc. Voilà. Je sais pas si tu voulais ajouter autre chose avant qu'on passe à la suite. Oui, juste une dernière fois, je vais essayer de l'expliquer un peu autrement, parce qu'il y a quelqu'un qui vient de faire un commentaire qui montre soit qu'il n'a pas écouté, soit que je l'ai mal expliqué, qui dit une infinité d'événements antérieurs au présent empêche le présent. C'est justement ce que je viens d'expliquer. C'est pas le cas. C'est Kai 402 qui a dit ça. Ce que tu dis, en gros, c'est s'il y a une infinité d'événements avant le présent, alors on peut jamais atteindre le présent. Donc, tu présupposes quelque chose, c'est que le présent a une obligation, c'est d'être atteint après avoir traversé toute l'infinité. Et ben c'est ça qui est faux. Et je ne sais pas si tu l'as fait sciemment ou inconsciemment, mais cette hypothèse cachée que tu as, que le présent doit être atteint après avoir fait voyager au-delà de toute l'infinité, c'est faux. C'est justement ce que j'ai expliqué. Le présent, c'est pas l'arrivée d'un voyage, c'est pas un résultat. C'est pas l'accumulation du passé. Voilà, on va dire ça comme ça. En relativité, et dans l'éternalisme aussi d'ailleurs, c'est vraiment ça. Le présent, ça n'est pas l'accumulation du passé. C'est pas un vase qu'on remplit. C'est plus subtil que ça. C'est même plus simple. C'est un événement qui a une coordonnée temporelle. C'est tout. C'est tout ce que c'est. Et donc, ouais, vas-y, excuse-moi. Et donc le présent, c'est pas
quelque chose qui suit un mécanisme euh, et qui construit le présent après avoir parcouru tous les événements qui lui sont antérieurs. C'est pas ça. C'est pour ça que il y a une différence entre l'infini et l'impossibilité. C'est une infinité d'événements. Ça signifie juste que pour tout événement, il existe toujours un événement plus ancien. Ça, c'est vrai. Ça, c'est le concept même d'une infinité d'événements antérieurs. Ça, c'est le truc. Pour tout événement, il y a toujours un événement plus ancien. Il y a toujours un événement antérieur. Mais ça implique pas du tout qu'il faille parcourir un par un tous les événements plus anciens pour que le présent existe. Le présent, ça n'est qu'une coordonnée temporelle. Et le point zéro existe, ce qu'on appelle le présent. Oui, voilà. Alors, et juste pour repréciser, après je saluerai Borchkak, qui vient nous rejoindre, pour préciser, même ce qu'on peut appeler présent, ce n'est que la sensation relative d'un observateur donné qui dit « je suis au présent ». Moi, là, je dis « je suis au présent ». C'est ma sensation en étant positionné à un endroit précis de l'espace-temps qui est mon présent actuellement. C'est très complexe à... Enfin, il faut reprendre le live depuis le début pour avoir ce truc-là, mais on a l'univers qui est un bloc. Ce qu'on appelle présent, c'est... Enfin, ce que chaque individu, de façon subjective, peut appeler présent, c'est sa perception qu'il a en tant que spectateur d'un instant clé de l'espace-temps. C'est tout. Et bonsoir Borchkak, j'espère que tu vas bien. Ouais, bonsoir, ça va, vous allez bien? Ça va, petit live où on parle d'éternalisme, de déterminisme, de présentisme. J'adore, donc... mais j'ai raté une partie du live, donc du coup je vais peut-être poser une question qui a déjà été répondue, mais bon, c'est juste au cas où. On est d'accord que du coup là c'est sur l'éternalisme et l'univers bloc. Ouais. On est d'accord que en soi ça, si on devait reposer ça sur une thèse métaphysique, ce serait la régression causale infinie, non? Enfin, d'un point de vue structurel, ça ressemblerait plutôt à ça. Bah, c'est que effectivement l'enchaînement des événements n, n-1, n-2, régresse à l'infini. Et ok, c'est ça. Bah tu vois, c'est pas un problème. Super. Et ouais, voilà, justement. Et c'est ça qui est très drôle parce que tout à l'heure, j'assistais justement à un débat où justement on te fait croire que une chaîne causale infinie est une absurdité logique. Il n'y a absolument aucune justification sur ça. Sachez que si un jour vous débattez sur une personne sur de la métaphysique et qui vous dit ça, demandez-lui comment il justifie ça. Vous allez voir, c'est super drôle. Il n'y a aucune justification. Voilà, sachez-le, il n'y en a aucune. Voilà. Et même on pourrait même l'écrire justement, comme tu as dit, même formellement. Par exemple, on pourrait dire que n plus 1 explique n, et n plus 2 explique n plus 1, et n plus 3 explique n plus 2, et en fait, tu peux faire ça à l'infini. Et tu peux exactement faire la même avec n moins 1. Donc même sur ça, il y a... En fait, le fait de dire que c'est une impossibilité logique, bah, c'est injustifiable formellement parlant. Donc voilà. Bah, en fait, c'est justement le point qu'on disait, c'est la seule façon de le justifier, c'est de dire que moi, j'ai un point de départ qui se situe à l'infini, dans le passé, et que je pars de ce point de départ situé à l'infini dans le passé. Sauf que ça, c'est pas vrai. On n'a pas besoin de ça, et justement, quand on évoque un modèle cosmologique de l'univers en tant qu'univers bloc, bah, il n'y a pas besoin de dire qu'il y a un point de départ. C'est un univers, un espace infini. Point. Qui se déforme, voilà, qui au travers de son histoire, mais peu importe. Mais même, corrige-moi si je me trompe, Clemzy, le modèle de Hartle-Hawking, dans les faits, il dit qu'il n'y a aucun début, en fait, qu'il y a absolument aucun début à l'univers, ou je me trompe. C'est quoi, enfin, si tu peux me le résumer rapidement, je ne sais pas si tu connais le modèle d'Hartle-Hawking. Est-ce que c'est une position comme celle-là, ou... Oui, c'est un univers sans bord. Il n'y a pas de frontière initiale dans le temps. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein. C'est juste qu'on considère que aux abords du Big Bang, je l'ai dit pour essayer de le vulgariser, mais très franchement, ça ressemble beaucoup à la vulgarisation et pas si fausse que ça. C'est de dire que le temps, ça se comporte comme une dimension spatiale aux abords du Big Bang. Donc, il n'y a pas de singularité. Il n'y a pas de point avant lequel il n'y a rien. Donc, j'ai pris comme analogie le nord. Tu peux aller vers le nord, tu arrives au pôle nord, mais il n'y a pas de point au-delà du pôle nord. C'est une limite géométrique. Il n'y a pas de bord.
t'as un concept que tu appelles le pôle Nord, mais c'est qu'une limite géométrique, c'est pas un bord. Donc tu remplaces le début du temps par une région qu'on appelle lisse sans bord. Voilà. Donc t'as pas de singularité infinie, les choses tendent pas vers l'infini. La géométrie reste respectée et tu as un temps qui suit des valeurs imaginaires. On appelle ça les rotations de Wick. Donc, le temps qu'on connaît, ce qu'on va appeler, c'est un peu exagéré ce que je dis, mais c'est d'un point de vue mathématique, le temps réel, en opposition au temps imaginaire, d'un point de vue mathématique du terme, il émerge après la région. Mais ça ne veut pas dire qu'il a besoin d'un début. C'est juste une émergence. Avec le temps imaginaire, avec les rotations de Wick, avec un temps qui suit comme les nombres imaginaires, vraiment c'est lié à ça. Tu as un temps imaginaire et tu as ensuite un temps réel qui est celui qu'on connaît, qui émerge du temps imaginaire. Donc c'est comme ça qu'on dit, que je dis, le temps se transforme en espace aux abords de ce qu'on appelle le mur de Planck. Donc ça supprime la singularité, ça supprime le fait que toutes les géodésiques se courbent à l'infini, que toutes les énergies, toute la densité, toute la matière tend vers l'infini. Ça évite ça. Il n'y a pas de temps égal 0, ça n'est qu'une étape qui change radicalement la nature de ce qu'est la géométrie de l'espace-temps, ça c'est vrai, mais ça n'implique pas un début. C'est pas un passé, c'est pas un passé avec un début classique, et c'est pas non plus un passé infini classique. C'est un modèle sans bord. Donc, alors l'infini arrive du coup, parce qu'il fait des itérations à l'infini, mais c'est pas exactement la même chose. C'est un système qui boucle. Voilà. Ok, oui, oui, ok, j'ai compris la principale différence. Genre, par Voilà. exemple, c'est pas par exemple, on va pas dire c'est un. Enfin, tu me corriges, j'essaie juste on va dire de simplifier ça pour voir si j'ai compris. Et Genre, alors par exemple, attention, juste, il faudra pas rentrer trop dans la technique pour pouvoir avancer après, mais je te laisse poser quand même ta question. Mais Ouais, pour non plus pas trop perdre aussi les spectateurs après en bas. Mais vas-y, Borchak. oui. Après, de toute façon, je suis pas non plus un expert, donc je vais pas poser des questions trop compliquées. Non Donc mais voilà. t'inquiète. Mais juste sur ça, justement, genre, par exemple, la différence entre un modèle où on va dire un modèle, on va dire, éternaliste, c'est qu'en fait, il y a pas, en fait, tu peux aller, en fait, entre guillemets, dans l'infini, dans le passé, il n'y a pas vraiment de passé, alors que là, par exemple, plus tu vas aller dans le fond, ça va tomber sur du 0,0001, puis si tu veux aller encore plus loin, ça va être 0,000001, alors que là, contrairement au modèle éternaliste, on peut aller à moins l'infini, genre n-1, n-2, n-1 milliard. Est-ce que c'est un petit peu ça la nuance entre les deux, entre le modèle d'Arthur-Locking et le modèle de l'univers bloc? C'est surtout que, Les à deux sont pas mesure que tu corrélés. tapes, c'est surtout que d'un côté, il y en a un qui suit une géométrie classique qui présuppose un infini dans le passé, tout en permettant l'existence du présent, parce qu'à nouveau, un point peut exister sans suivre les itérations infinies des étapes précédentes, et Ok. l'autre suppose que la nature même de ce qu'on appelle l'espace et le temps sont intimement liés, et que ce qu'on appelle par exemple le mur de Planck, c'est le moment où l'espace se transforme en temps et le temps se transforme en espace, et que donc c'est un modèle lisse, sans bord. Il n'y a pas de bord. Ok, Tout comme, ok. tout comme aller toujours vers le nord fait qu'à un moment donné, tu atteins le pôle nord, mais il n'y a pas de point au-delà du pôle nord. La géométrie va changer. On va te dire, en fait, le nord, c'est dans l'autre sens, par exemple. Il faut que tu reviennes en arrière. Mais si tu continues dans la même direction, tu as dépassé le nord, mais ça ne veut pas dire que le pôle nord, il a un début. Ok, c'est Le- bon, j'ai compris. Voilà. C'est bon. Là, c'est bon. Ça a clarifié parce que Et j'étais pas sûr. c'est juste que dans ce référentiel-là, la limite géométrique est un peu déplacée. Et Ok. euh, on utilise les rotations de Wick, donc un temps imaginaire, pour comprendre en quoi le temps réel qu'on a nous, il émerge via ces rotations de Wick. Voilà. Eh bien, on continue avec la slide suivante. Et donc là, on va partir sur mes questions qui m'intéressent aussi. Est-ce que ça pose un problème pour le libre arbitre? On reprend mon petit schéma ici avec justement nos instants.
On a nos n, nos n-1, etc. Donc, on a un point ici qui est représenté par la flèche orange un peu pâle. L'état de l'univers à l'instant n, chaque particule élémentaire a une position précise et un mouvement. Pour le coup. Si on figeait une tranche de l'espace-temps, on pourrait voir et étudier chacune des particules élémentaires dans l'espace-temps et voir où est-ce qu'elles sont positionnées. On a figé la tranche temporelle, on va dire, et on peut regarder dans l'espace où est-ce que chaque élément est situé. Le truc, c'est que donc on a notre instant n qu'on a figé, l'instant n plus 1, quoi que ça veuille dire par rapport au fait que justement on n'a pas granularisé le temps, mais pour des raisons de simplicité, là on le granulise. Ouh, il est dur ce mot. Bref, on va à l'instant n plus 1. Donc on a un nouvel état qui est l'ensemble des variables dont on a parlé précédemment, donc les positions de toutes les particules élémentaires, mues par un mouvement, pléonasme. Donc on a l'ensemble des particules élémentaires qui avaient un mouvement, qui sont du coup dans leur état suivant, qui est dans la logique du mouvement. Pour faire plus simple, il y a des lois, donc des régularités dans l'espace-temps qu'on observe, c'est ce qu'on appelle les lois, qui justement muent les objets et qui permettent la physique de tous ces objets-là. On a l'instant n, qui est un instant figé justement de toutes ces particules élémentaires. N plus 1, c'est juste où sont situées dans l'espace les particules après le franchissement de cette étape temporelle. Et en réalité, c'est purement algorithmique. Si on connaît strictement la position d'absolument toutes les particules élémentaires et qu'on connaît parfaitement et précisément l'ensemble des régularités de l'univers, donc l'ensemble des lois, on pourrait faire ce calcul-là. Donc ça demanderait une machine hors norme, évidemment. Mais on pourrait faire strictement ce calcul et dire, voilà, n va impliquer qu'on aura n plus 1 qui sera strictement dans cet état-là. Moins justement, du coup, l'aléatoire fondamental quantique. Donc on sait qu'il y a des événements qui se produisent sans cause, donc qui ne dépendent pas, sans cause, vraiment sans cause, je précise, qui ne dépendent pas du coup de l'état n-1. Donc le positionnement n'influe pas de l'état n-1 sur l'état n. Il y a ça, mais en tout cas du reste, il y a un peu d'aléatoire, mais tout le reste c'est ce qu'on appelle le déterminisme. En gros, l'univers dans un état découle précisément de l'état précédent, et cet état précédent découle précisément de cet état précédent, etc., etc., à l'infini. Qu'est-ce que ça dit pour être beaucoup plus concret et beaucoup plus terre-à-terre et explicite? C'est que moi, mon cerveau, certains doutent que j'en ai un, mais je vous assure, mon cerveau, justement, situé dans ma boîte crânienne, est composé de tout un tas de particules élémentaires qui sont mues, donc qui sont en mouvement. Elles sont dans un état, quand elles sont dans un état n-1, elles peuvent passer à un état n, puis n plus 1, puis n plus 2. C'est l'application stricte, justement, de ces lois de l'univers. Lois que je ne maîtrise pas. Je ne suis pas en maîtrise de ces lois-là. Ce que ça dit, c'est qu'en réalité, je ne suis que le spectateur, quand on parle de conscience, quand on parle c'est ça, d'observer le présent, c'est ce dont je parlais précédemment. Je ne suis le spectateur que de ce mouvement sur lequel je n'ai pas d'impact. Je n'ai conscience que de voir l'état de l'univers dans ce que moi je peux appeler le présent. Et donc, ce qui implique également les pensées qui me passent par la tête. Je suis spectateur de mes pensées, de mes réflexions, parce que justement, c'est tout un tas d'échanges biochimiques qui se situent dans mon cerveau, mais si on recule et qu'on parle de quelque chose de plus fondamental que la biochimie, c'est des particules élémentaires qui sont en interaction les unes avec les autres, et qui étaient dans un état précédent pour arriver à un état suivant, puis un état suivant, puis un état suivant. Je sais pas, pour vous, parce que vous me connaissez, Clemzy Borchkak, si c'était clair, j'espère que c'était clair ce que je viens d'expliquer pour le chat également. Mais on va voir ce que ça peut impliquer, ça. Dites-moi si vous voulez réagir. Moi, je trouve que c'est très clair. Ça présuppose justement le déterminisme absolu, le fait que tout est nécessaire. C'est bien parti. C'est ça. Donc on va parler justement dans la slide suivante
Le cerveau est compliqué. Oui, alors je vois le commentaire de Pépito. Le cerveau est compliqué, mais peu importe la complexité du cerveau. Quand je parle justement du mouvement des particules élémentaires, c'est vraiment, je remonte au point le plus fondamental. Même sans parler de neurones, même sans parler des concepts vraiment, on va dire, couche haute comme la cognition, tout ça, la psychologie, etc. On descend d'une couche, on voit les neurones, ce qui se passe biochimiquement. Et on va encore descendre d'une couche. Et là, je parle vraiment de la couche la plus fondamentale. Ce qu'on a de plus petit, de descriptif, qu'on peut décrire dans l'univers, c'est les particules élémentaires. Ce qu'il y a de plus net. Et c'est c'est dans cette simplicité-là qui est unitairement. Quand on zoome suffisamment, ça a l'air d'être très simple parce que les interactions. Bon, après, on parle de physique quantique, donc forcément, ça complexifie 2-3 trucs. Mais en tout cas, on parle vraiment de l'univers dans sa simplicité la plus élémentaire, qui est justement les particules élémentaires. L'analogie que je prends souvent pour parler de ça, ça va être le jeu de la vie. Et je vais quand même faire une petite parenthèse là-dessus parce que c'est intéressant. Est-ce que je peux avoir un petit jeu de la vie rapidement? Parce que j'improvise, mais peu importe. Est-ce que, voilà, là. Est-ce que, voilà, ça c'est pas mal. Donc ça, je suis désolé les gens qui m'entendent souvent en parler parce que j'en parle assez souvent. Mais le jeu de la vie, c'est ça. C'est une grille, pour le coup, une grille en 2 dimensions seulement, dans laquelle sont positionnés des pixels. Pour info, ouais. Juste avant que tu commences, ça a été créé par John Horton Conway. Ouais, si vous avez l'occasion de vous renseigner sur le génie absolu qu'était Conway, vous n'allez pas y croire. Voilà, c'est incroyable. C'est comme dirait un philosophe moderne, c'est tellement incroyable que c'est à peine croyable. Allez, je te laisse faire. Donc, j'aime beaucoup me servir de cette simulation du jeu de la vie parce qu'elle représente vraiment ce que je veux dire. On a un plan en 2D sur lequel il peut y avoir des pixels qui ont que 2 états, éteint ou allumé. Donc éteint ici ça va être noir, gris, grisâtre, et puis allumé c'est un peu blanchâtre. Et il y a des règles. Les règles sont, je me souviens plus exactement lesquelles elles sont, je pense que c'est expliqué ici, mais en gros, si une cellule est entourée de 2 ou 3 cellules vivantes, une cellule noire est entourée de 2 ou 3 cellules blanches, eh bien une cellule blanche apparaît. Dans tous les autres cas, elle meurt. Je crois que c'est un truc comme ça, on peut vite le voir, là si je fais ça normalement... Ici, il devrait y en avoir une qui apparaît. Ouais, c'est ça. Et puis voilà. En bref, il y a ces règles-là qui sont élémentaires. Ça veut dire que voilà, sur la base de simples règles élémentaires, si je positionne... Je peux pas rester appuyé, dommage. Si je positionne tout un tas de pixels et que j'applique la règle sur l'ensemble de la grille, hop, on a un état suivant. Et un état suivant. En gros, s'il y a une sous-population, ça meurt. Et s'il y a une surpopulation, ça meurt. Donc pour que ça reste vivant, il faut des conditions très précises. C'est soit tu as 3 voisins et tu nais, soit tu as 2 ou 3 voisins et tu restes vivant. Voilà, si tu as 3 voisins, tu nais, et si tu as 2 ou 3 voisins, tu restes vivant. Dans tous les autres cas, tu meurs. Voilà. Exactement. Et donc, effectivement, on peut partir du principe qu'on rajoute des petites cellules, et puis, quand on applique les règles successivement, on voit des comportements, une animation, en fait, qui se crée. Donc là, je fais next à chaque fois, et on voit des éléments qui se mettent en mouvement, là, pour le coup, qui nous semblent se mettre en mouvement, en réalité, parce que, finalement, c'est juste l'application des règles, et on voit juste des pixels s'éteindre et s'allumer, mais nous, on a l'impression qu'il y a un espèce de petit oiseau, là, qui se déplace, et puis là, on a l'impression qu'il y a des hélices qui sont en fonctionnement systématique. Et vous pouvez vous convaincre, pour le coup il y a tout un tas de vidéos qui existent, mais il y a notamment une vidéo de Science Étonnante qui est passionnante sur le sujet, que je vous recommande, et qui parle du jeu de la vie, où en fait, à partir du jeu de la vie, je peux faire des espèces de structures extrêmement complexes, qui survivent, qui se multiplient, créer d'autres structures, etc., d'autres structures tout aussi complexes. On peut même aller encore plus loin, on peut créer le jeu de la vie dans le jeu de la vie, puisqu'on peut simuler on peut simuler n'importe quel programme informatique à partir du jeu de la vie. Et on appelle ça comment ? Une simulation récursive. C'est une simulation qu'on appelle Turing complet. Ah oui, Turing. Ah oui, c'est vrai. Effectivement.
Voilà. Tout système Qui peut s'auto-répliquer. surtout qui peut simuler des portes logiques Ouais. et qui a de la mémoire. Donc, dès lors que tu peux gérer n'importe quel algorithme, et ben, t'es un système Turing complet. Donc, un système Turing complet peut créer une machine de Turing, donc peut créer n'importe quel genre de système calculable. Et donc, on se retrouve avec ce genre de simulation dans lequel on peut voir émerger tout un tas de complexités. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi est-ce que je parle de ça ? Parce que quand je parle de particules élémentaires qui sont soumises à des lois fondamentales, c'est ça qu'on retrouve. Si on prend l'analogie complètement, les particules élémentaires, ça va être mes petits pixels que je peux allumer ou éteindre. Et les lois fondamentales, c'est les règles dont on a parlé, par rapport aux conditions de survie ou de mort de chaque pixel. Et on applique itérativement la suite d'état en état, on avance petit à petit dans la simulation. On a l'espace qui est là, et mon bouton sur lequel je clique, c'est le temps. Moi, je gère le temps, et puis on a notre espace ici. Et ce qui se passe dans l'univers, c'est peu ou prou la même chose. Alors évidemment, les particules élémentaires, c'est quand même quelque chose de vachement plus complexe. Il y a plus de règles, des règles probablement beaucoup moins intuitives. Et du coup, ces règles-là sont aussi plus complexes. Mais dans la réalité, il n'y a aucune raison de supposer que c'est différent. Et d'ailleurs, ça me fait me dire un petit truc par rapport justement au schéma qu'on voyait avec les cônes et à la vitesse de causalité. Tu me diras si l'analogie est bonne ou pas, Clemzy, mais j'ai l'impression qu'elle est plutôt bonne. Là, en l'occurrence, les pixels que j'ai allumés là ne peuvent pas agir causalement sur les pixels que j'ai mis ici. Et il faut que j'avance dans le temps pour que du coup la zone de pixels augmente et qu'au bout d'un moment il puisse y avoir une interaction entre eux. Exactement. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Mais... C'est un cône de causalité. Il y a un cône de causalité avec un cône de lumière qui là est pas lié à la vitesse de la lumière, mais à la vitesse maximale d'itération. Ouais. On demande là, ça s'appelle Le jeu de la vie de John Horton Conway. Si vous tapez jeu de la vie sur Google, vous allez trouver largement beaucoup de documentation là-dessus. Et donc on peut imaginer, on peut faire une extrapolation parce qu'effectivement, comme on l'a dit, il est Turing complet, le jeu de la vie. Ça sous-entend que n'importe quel système logique pourra exister dans un jeu de la vie. Et par exemple, de l'intelligence artificielle qui soit capable d'une proto-conscience. En admettant que ce soit possible, ça on pourra en discuter longuement aussi, c'est pas le sujet du live, mais en admettant que ce soit possible, qu'on puisse développer des intelligences artificielles, techniquement une intelligence artificielle pourrait émerger du jeu de la vie. Donc imaginez, pour reprendre l'analogie jusqu'au bout, on a une grille de jeu de la vie infinie, vraiment infinie. Et on a un temps infini, donc on appuie sur Next, on fait des itérations à l'infini, et puis on ajoute une probabilité non nulle que n'importe quelle cellule noire s'allume d'elle-même. Une infime probabilité, une vraiment toute petite probabilité, mais suffisamment petite une probabilité qui permet que ça puisse exister à un moment donné. Et vous pouvez être sûr que tout ce qui est possible d'exister dans le jeu de la vie, sur un temps infini, avec justement cette petite probabilité, avec les règles du jeu de la vie telles qu'elles existent en plus de ça, tout ce qui peut exister finira par exister, finira par émerger. Dans un temps... Je comprenais pas où tu voulais en venir, c'est une super bonne idée. Ah ouais. C'est une vieille vidéo à moi, ça, où je parle de ça. Et en fait, ça reprend un autre concept qui est celui de la bibliothèque de Babel. Pour décrire rapidement la bibliothèque de Babel, vous imaginez une bibliothèque infinie avec une infinité d'étagères sur lesquelles se trouve à chaque fois une immense quantité de bouquins, et dans tous les livres il y a juste un enchaînement aléatoire de caractères, juste des lettres qui sont écrites parfaitement au hasard. Vous pouvez être sûr que si vous vous baladez suffisamment longtemps dans la bibliothèque, au bout d'un moment vous allez attraper un livre, l'ouvrir, et vous allez avoir tout le récit de votre vie écrit en français, parfaitement détaillé, et même votre futur. Et en fait, ce bouquin-là, il existe une infinité de fois. Et il existe tout Harry Potter, compilé, l'ensemble de l'œuvre de J.K. Rowling, compilé dans l'ordre, et puis dans un ordre différent. Tout Harry Potter où c'est Voldemort qui gagne à la fin. Voilà. Désolé pour le spoiler, mais au bout d'un moment, il y a prescription.
Donc ça, cette idée-là suppose que de l'infini, tout peut émerger. Si ça peut émerger dans des conditions données et qu'on a un temps suffisamment long, ça finit par émerger. Et ça serait pareil sur le jeu de la vie. En admettant les règles que je viens de poser, il peut y avoir, enfin c'est même sûr qu'à un moment donné, il y a une intelligence artificielle qui émergerait de ce jeu de la vie-là pour se dire mais est-ce que je suis pas dans une simulation ou est-ce que je suis pas dans un univers infini ou est-ce que voilà. Ça peut vouloir dire que nous on est dans un jeu de la vie. Ça après on se fera les conclusions qu'on veut. Mais c'est pour dire à quel point l'analogie peut aller loin, quoi. Hop. Je sais pas si tu veux réagir à ça encore, Clemzy, avant que je passe à la suite. Non, je suis étonné de cette approche. J'y avais jamais pensé et je trouve que du coup, je suis content parce que je vais dire un truc tellement pas bien. Je suis content parce que j'ai appris un truc ce soir et ça me fait plaisir de voir qu'on a encore tant de choses à découvrir. Et le coup du jeu de la vie avec des itérations de cases qui s'allument par effet tunnel et sans cause, comme exemple de ce que peut être l'univers, j'y avais jamais pensé. Et c'est super intéressant. Merci pour ça. T'es étonné que je sois aussi brillant? Non, pas tant que ça. Je suis étonné à 43 ans de pouvoir encore être si surpris par des choses toutes simples. Comme quoi, je suis loin d'être un génie, putain. Bon, t'aurais fini par y penser. Mais en tout cas, j'ai fait une vidéo de ça. C'est un short qui est très vieux maintenant, qui est très mal monté certainement. Donc tout ce que j'ai expliqué là, je le réexplique dans ce short-là. Je le remettrai en lien. Je pense que j'étais tout timide parce que ça doit faire 1 an et demi que je l'ai fait, ce truc-là. Mais bref. Donc, qu'est-ce que ça dit de tout ça? C'est que si on reprend notre espèce d'intelligence artificielle dans notre jeu de la vie, est-ce qu'on peut supposer qu'il avait un libre arbitre? Est-ce qu'il était la cause de ses actions? Est-ce qu'il était la cause de ses propres volontés? Non, il était... quand il prend une décision, c'est que l'univers à l'instant n-1, enfin sa décision dépend de l'univers à l'instant n-1, dans un calcul purement algorithmique. Et vu qu'a priori l'univers, jusqu'à preuve du contraire, a l'air de fonctionner comme ça, c'est ça qu'on est. On est, et je suis désolé pour le vertige que ça peut mettre à beaucoup de gens, on pourrait étudier encore une fois, parce que je l'ai beaucoup dit, les conséquences que ça peut avoir sur le social ou sur la justice, mais peu importe pour l'instant. Juste on fait le constat. Effectivement, on est l'instant présent, c'est le sous-produit algorithmique de l'instant du passé, n-1, n-2, n-3, etc. Et qu'on est les spectateurs de ça, de cet algorithme qui est en fonctionnement constant. La conscience, ce n'est que ça, ce spectateur-là. À mon sens, c'est comment moi je définis la conscience. La suite... Et Dieu dans tout ça. Parce qu'on va quand même parler un petit peu de Dieu. On va partir du principe que ce que disent les religions abrahamiques est vrai. Et que le temps... Il nous embrasse, effectivement. Et c'est lui qui a essayé de te saboter en début de live, j'en suis sûr. On va partir du principe que ce que nous susurrent à l'oreille les religions abrahamiques est vrai. Et que, que l'espace-temps a un commencement absolu et probablement une fin absolue. On va même pas parler de paradis et d'enfer parce que ça pose d'autres questions encore. C'est compliqué. Du coup, on se retrouve avec ça. Là, mon univers, il est représenté par l'espèce de carré rose pour vous, qui encercle... l'univers, c'est tout ça. C'est l'espace dans lequel est inclus le temps. Et puis, on suppose un dieu en dehors de l'univers. C'est la façon boétienne de décrire le truc, parce qu'on va voir pourquoi est-ce que c'est un problème, un dieu temporel. Parce qu'un dieu temporel... un dieu temporel qui est à la fois omniscient, ça veut dire qu'il connaît quand même le futur parfaitement. Est-ce qu'il est soumis à ce futur-là aussi? Ça peut poser problème. Donc on a cette espèce de dieu qui est en dehors de l'univers, donc qui est en dehors de l'espace et du temps. Et pour reprendre, alors moi c'est Tony qui m'avait dit ça, mais c'est certainement pas de lui. Enfin c'est sûr que c'est pas de lui, mais l'idée je la trouve cool. C'est si Dieu n'est pas dans l'espace-temps, ça veut dire qu'il n'existe nulle part et jamais. Autant dire qu'il n'existe pas. Parce qu'a priori, ce qu'on connaît de l'univers étant l'ensemble des existants, sont inclus dans l'espace-temps. On pourrait parler de la définition d'exister. Mais bref, en admettant que il puisse exister vraiment, exister fondamentalement des choses en dehors de l'espace-temps, Dieu a priori se trouve là. Et donc, qu'est-ce que ça pose comme problème? Pour info, au cas où tu voulais... j'ai pas allumé le micro à temps.
C'est David Hume qui dit. C'est pas vraiment, c'est pas la phrase exacte de David Hume, Bien sûr, oui. mais ce qui peut être ni observé ni localisé, ça n'existe pas. C'est pas de l'existence empirique. Donc à mon avis, il l'a tiré soit de Hume, soit de Kant. Donc c'est pas Joel Clodo, hein. C'est l'idée qu'il a dit, elle est forte quand même. Elle est très très forte, mais en fait ça souligne juste un point me concernant et qui est très très personnel. Je suis une bille pour retenir qui a dit quoi. Ça m'énerve parce que je suis incapable. Je vais refaire une citation à la fin du live. Je suis incapable de redire le nom. Je vois très bien qui c'est, hein, mais de redire le nom de la personne qui l'a faite. Et je pourrais même pas la citer précisément. Je ne retiens que les idées. Ça, c'est mon cerveau qui fonctionne comme ça. Il est déterminé à fonctionner comme ça. Je ne peux retenir que les idées. J'arrive pas à retenir les noms des gens. Ça m'énerve. Ça n'empêche en rien le fait que tu sois un type intelligent, t'inquiète pas. Merci beaucoup. Tu me voilà rassuré. Alors, pourquoi ça me pose un problème, ça ? Est-ce que Dieu, il peut être immuable s'il procède à des actualisations ? Donc ça, c'est je vais décrire tous les mots dont je viens de parler. C'est la question que je me suis posée à un moment, c'est que, effectivement, quand on définit Dieu, on le définit comme parfait, et un Dieu parfait ne change pas. Il est immuable. Et ça, c'est vraiment un terme qui est utilisé dans toutes les définitions apologétiques de ce que pourrait être Dieu. Omniscient, tout-puissant, omniscient, omnipotent, donc tout-puissant, bienveillant, bon ça peut dépendre des théologies, mais en tout cas, il veut le bien maximal, qu'il est immuable, éternel, en dehors du temps, en dehors de l'espace-temps, forcément, puisqu'il est la cause de l'espace-temps, il peut pas être inclus dedans. Donc voilà. Le truc, c'est que ça pose des questions du avant la création, après la création. Est-ce qu'il y a un avant et après la création ? Parce que si Dieu est éternel, et qu'il est la cause de quelque chose qui est temporel, fondamentalement temporel, parce que si on décrit l'univers comme étant quelque chose qui a un avant et un après, il est temporel. Il y a un moment où il n'existait pas, et il y a un moment où il n'existera plus. Donc, est-ce qu'il y a un avant et un après cette création ? Mais si on pose cette question-là, ça veut dire qu'on pose la question du temps, déjà. D'un temps de Dieu. Donc ça voudrait dire que Dieu est soumis au temps. Comment envisager une succession d'événements sans le temps ? Et le truc, c'est qu'il y a une réponse apologétique à ça, c'est que, je pense que c'est Thomas d'Aquin, pour le coup j'arrive à citer plus facilement les noms des arguments des apologètes, mais qui va dire que il n'est pas une cause temporelle, il est la cause ontologique du temps. Il est juste la cause du temps. Il est de l'espace-temps, de l'univers. Il est ce sans quoi l'univers ne pourrait pas exister. Donc là, pour le coup, c'est complètement déjà une pétition de principe, mais c'est aussi et surtout comment... je trouve pas le nom du sophisme que je veux. Quand tu exclus de ta règle, quand tu fais une exception à ta règle pour une entité, pour ce que ça t'arrange. Tant que ça t'arrange. C'est pas une pétition... J'ai plus le terme. Si vous l'avez dans les commentaires. Attends, en gros, tu énonces une règle et tu prends un truc qui devrait être inclus dans ta règle et tu le sors de ta règle justement quand ça t'arrange. Et l'exception ad hoc ? C'est une exception ad hoc, mais il y a un terme... je le retrouverai pas. Voilà, un plaidoyer spécial, c'est ça. Un plaidoyer spécial ? Ouais. Ah, un traitement spécial. Ah oui, ouais. Special pleading. C'est vrai, on peut le traduire par... Ouais, je connais. Plaidoyer spécial. Ah oui, pas faux. Mais donc, effectivement, on dit... on demande une espèce de cause éternelle, une espèce de cause immuable hors du temps, etc. Donc, qui est dépourvue de toutes les règles qu'on donne fondamentalement à l'univers, et on exclut Dieu magiquement de ça, alors que transférer les propriétés minimales qui permettraient simplement à l'univers, juste l'univers, d'exister de façon éternelle et infinie, on transfère ces propriétés à l'univers et ça suffit. On n'a pas besoin d'ajouter on n'a pas besoin d'ajouter à une nouvelle entité des propriétés qui le complexifient énormément. Une conscience, une volonté. On va parler de la volonté de Dieu. Justement d'être omnipotent, omniscient, etc. Toutes ces propriétés-là, on les applique à un concept qui est déjà très complexe,
mais simplement en prenant les attributs minimaux et en les appliquant à l'univers, on a juste l'univers qui est sa propre explication et qui n'a pas besoin de ça, de plus. On appelle ça un fait brut. L'univers pourrait être un fait brut. L'univers existe, c'est tout. Il n'y a pas d'explication. C'est l'univers est. Point final. Et le truc, c'est que les apologètes ont du mal avec cette idée de fait brut. Ça pose problème parce que si on admet les faits bruts, on admet que l'univers puisse être un fait brut. Mais ils ont un fait brut. C'est Dieu. Quand un apologète parle de Dieu, quand il décrit le Dieu de sa religion, il parle d'un fait brut. C'est l'existence de Dieu. Avec des attributs, les attributs qui le décrivent. On n'en a pas besoin pour imaginer un concept, pour imaginer comment un univers, simplement, infini, qui fonctionne parfaitement logiquement. Il n'y a pas besoin de Dieu. Et quand on pose Dieu, en plus de ça, du coup, généralement, on va aller dans les religions abrahamiques, et dans ce qui est là, dans le temps, il agit en plus. Par exemple, il peut répondre aux prières, mais il fait des miracles. En plus de ça, il fait des miracles qui intègrent énormément de causalité. Par exemple, quand on parle de prophétie, quand Dieu donne une prophétie quelque part dans le temps, ça veut dire que, par rapport à tout ce qu'on a expliqué plus tard, vis-à-vis de la causalité et tout, la totalité de l'univers doit se mettre, se rendre opérationnel pour s'assurer que la prophétie se réalise. Si par exemple, à l'an moins 2000, je dis que il va y avoir un mec qui va se sacrifier sur une croix dans 2000 ans, il faut faire en sorte que dans la zone causale, dans le cône justement, c'est là où on reconnecte un peu tous les concepts, dans le cône de causalité, il se passe absolument tout ce qu'il faut pour que ça arrive. Donc ça réinjecte totalement le déterminisme, et ça fait que dès lors que ça s'est annoncé, plus personne ne pourra rien faire qui impliquerait que ce futur ne se produise pas. Et par l'effet papillon, on en parle souvent en météorologie, pour le coup, si je fais un petit truc qui est différent et qui sort de cet axe-là, vous pouvez être sûr que ça va avoir des conséquences, surtout sur 2000 ans de temps, des conséquences causales qui peuvent complètement déboussoler et détruire la totalité de la chaîne d'événements. Et donc de faire que le gars qui est censé se sacrifier, à la fin, il naisse juste pas. Parce que moi, j'ai finalement, au lieu de tourner à gauche un samedi, j'ai tourné à droite. Donc on réinjecte de la causalité. Ça, c'est le Dieu qui est décrit dans les religions abrahamiques, c'est un Dieu qui agit dans le temps. Et au vu de tout ce qu'on a décrit précédemment, ça pose tout un tas de problèmes, pour le coup. Donc c'est ça. Dieu, il actualise l'univers, c'est lui qui est la cause de l'univers, et ça sous-entend aussi, pour reparler, du coup j'en parle ici. Ouais, ça je vais en reparler après. Ça sous-entend aussi, parce qu'on parle de Dieu qui est doué de volonté, et on parle justement de la contingence. Souvent on parle de la contingence pour parler de l'univers. On dit que l'univers est contingent. Ça, c'est ce qui est utilisé par les apologètes. Ça veut dire que l'univers aurait pu ne pas exister, ou en tout cas exister autrement, mais aurait pu ne pas exister sans que ça implique de contradictions logiques. Donc il y a tout un tas d'univers possibles, avec souvent quand il nous parle aussi de réglage fin, le fine-tuning, le fameux, ça veut dire qu'il y a tout un tas de constantes qui ont été affinées par Dieu pour rendre notre univers possible. Et on s'émerveille de ces constantes-là. Ça veut dire que Dieu a sélectionné très minutieusement ces constantes plutôt qu'une autre. Donc il aurait pu envisager des univers différents. Il a fait forcément un choix. Il a tranché entre tous les univers contingents. Parce que c'est ça, en fait, la vocation de Dieu. C'est cet être nécessaire qui actualise un contingent. Actualise dans le sens de rendre vrai. Donc admettons qu'il y ait l'univers orange là, qui est l'univers A, et l'univers violet qui est l'univers B. C'est Dieu qui est responsable de cette sélection-là. Le truc, c'est ça, c'est que s'il n'y a pas d'avant et après le choix, comment est-ce qu'il peut y avoir un choix ? Parce que Dieu est éternel, Dieu est un bloc. C'est pour ça que je le représente par un rond, quand on reprend ces images-là. Dieu est un espèce de bloc pour lesquels tous les choix sont faits, j'ai envie de dire pour le coup simultanément, et de façon nécessaire. Tous les choix qui découlent de Dieu sont nécessaires. Ça implique que l'univers est lui-même nécessaire. Tu me dis si Clemzy à un moment je suis pas clair, parce que là j'aborde beaucoup de concepts en même temps. Moi ça me paraît très clair, mais après... mais c'est qu'on se connaît. Ouais, je peux pas être dans la tête des gens. C'est ça. Moi,
que la sécriture logique est, pour l'instant, est totalement conservée, donc tout est cohérent. C'est ça. Et le truc, encore une fois, bah justement, on parle toujours de ce bloc qui est hors du temps et qui a créé l'univers. Lui, il crée un univers temporel, mais comment est-ce qu'il fait ça, de créer un univers temporel ? Parce que ça veut dire que quand il crée l'univers, en réalité, Dieu étant éternel, et son acte étant immuable et éternel aussi, il a créé l'univers de toute éternité. Il l'a même pas créé, en fait, ça fait partie de la continuité de son être. L'univers devient la continuité directe de son être. Donc c'est ça la seule conséquence logique. C'est que l'univers lui-même soit éternel. Et le truc, c'est là où on pousse un peu la réflexion. C'est qu'on retrouve l'idée d'univers bloc. Il y a beaucoup de... justement, pour sauver le libre arbitre, c'est beaucoup aussi pour ça que le présentisme est ultra sauvegardé et ultra encore défendu par les apologètes de tous bords. C'est parce qu'on a besoin de conserver ce libre arbitre. Et que le présentisme a l'air de permettre, en substance, a l'air de permettre le libre arbitre. En réalité, non. Pas tant si on part du principe qu'on continue à appliquer des règles. Mais peu importe. Mais le truc, c'est que quand tu évoques ce Dieu-là, qui est éternel, et qui est immuable, et dont la création est éternelle également, bah ça rend l'univers éternel. Et ça rend l'univers éternel tout d'un bloc. On retrouve l'univers bloc. Pour moi, c'est la conséquence logique de supposer ce Dieu-là. Et le truc, c'est que, comme on l'a dit précédemment, on va avoir un Dieu dont la volonté est immuable de toute éternité, qui donne un univers immuable de toute éternité, qui devient nécessaire parce que Dieu est nécessaire. Dieu ne peut pas changer d'avis. Dieu ne sert plus à rien. Il n'y a plus de volonté à Dieu. Et là, on retrouve un peu la vision spinoziste de Dieu dans la finalité. Un truc panthéiste en réalité. Il n'y a plus de volonté. C'est un univers qui existe comme ça, qui est issu de quelque chose peut-être de plus grand, d'un espèce d'éternel, qui est simplement l'éternité de l'espace-temps lui-même, parce qu'il n'y a pas besoin, c'est dépourvu de volonté, c'est dépourvu d'une espèce de cause sur lesquelles on pouvait trancher entre plusieurs options, parce que tout est éternel. Bah on se retrouve avec une vision parfaitement panthéiste de l'espace-temps, en réalité. Tout est Dieu. Tout est strictement Dieu. Parce que ça découle nécessairement de la nature de Dieu, qui est elle-même éternelle et immuable. Tout à fait. Tout est strictement nécessaire. Absolument tout. Il n'y a rien de contingent. C'est ça. Et donc, je crois que c'est ma conclusion. Oui, c'est ma conclusion. Dieu dans tout ça, là j'ai repris ma slide en fait précédente qui posait le problème du libre arbitre. C'est que qui est le responsable de l'établissement des constantes et des lois qui aboutissent à cet enchaînement causal strict ? Donc, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que, bah, on l'a vu en fait, on suit algorithmiquement l'état précédent de l'univers, état par état, pour arriver justement à toutes les actions que l'on commet. Enchaînement d'états qui existent dans cet univers bloc de toute éternité et qui de toute manière est le résultat d'une chaîne causale qui débute avant même notre naissance en réalité. C'est-à-dire que 1000 ans avant ma naissance, si on avait la machine suffisante pour calculer état par état, on pourrait dire bon bah voilà, Loremlo, il va naître dans 1000 ans et il va commettre tel acte. Qui est le responsable de l'ajustement dans l'apologétique ? Qui est le responsable de l'ajustement de ces constantes avec tout ce qu'elles impliquent et en toute connaissance de cause dans le principe ? Bah, c'est l'agent qu'on appelle Dieu, souvent. Et puis cet agent, en plus, dans toute la mythologie, on dit qu'il juge. Mais il est la cause première d'absolument tout. Il est la cause première de tout ce qu'il va juger. Donc, il se juge lui-même. Il juge fondamentalement ses propres décisions. Mais pire que ça, parce que justement c'est ce que j'expliquais précédemment, et ben ces décisions, il les a prises en tant que caillou cosmique. C'est pour ça que j'emploie souvent cette expression, je l'ai employée dans un débat avec Balzac précédemment, où j'ai qualifié de Dieu de caillou cosmique. Ben c'est ça, c'est un Dieu éternel et immuable qui a créé de façon nécessaire un univers qu'il va juger alors qu'il ne pouvait pas faire autrement et qu'il est la conséquence de ce qu'il a lui-même causé de façon éternelle. Un Dieu qui est lui-même, a priori, si on en suit les affirmations qui ont été faites et qui sont faites par les apologètes, n'a probablement pas de libre arbitre non plus. C'est
ce truc-là, cette mythologie qu'on nous vend encore et encore, hein, qu'on nous vend comme étant la base de toutes les théologies. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que forcément quand on lit le texte, on voit des belles histoires, des jolis mythes et tout. On essaie d'étudier, de comprendre des philosophies morales, des philosophies sociales, etc. Mais quand on décrypte fondamentalement le concept, qu'on étudie le concept à la fois de l'univers, de ce qu'il est, et de Dieu, de ce qu'il est censé être et de ce qu'il est censé être par rapport à l'univers, on aboutit à des conclusions qui sont systématiquement absurdes. Si on imagine qu'il est conscient et qu'il a une volonté. C'est toujours absurde. En ça, on arrive à la conclusion que les fondamentaux, la base sur laquelle est construite les religions abrahamiques qui parlent d'un Dieu personnel, c'est les fondations d'un immeuble, c'est des poteaux mous, c'est de la mousse, sur lequel tout s'effondre. Parce que on peut aller très très loin sur parler des miracles, parler des prophéties, etc. Au final, on aboutit toujours à la conclusion de regardons les fondamentaux, il n'y a rien qui marche, logiquement. Et la seule issue qu'on a, c'est de dire bon, il n'y a rien qui marche logiquement, mais c'est la logique humaine, ok, c'est magique, il n'y a pas de souci. Personne ne réfléchit comme ça dans son quotidien. Là, on fait encore un plaidoyer spécial pour Dieu. Il sort de la logique. Il n'y a pas de logique et voilà, on réfléchit plus. C'est vraiment ça, c'est un abandon de la réflexion. Et cet abandon de la réflexion, cet abandon de la rationalité qu'on utilise pour autant dans notre quotidien, on ne l'applique que pour Dieu, juste pour des raisons sentimentales, des raisons de confort personnel, et absolument pas pour des raisons ni rationnelles ni logiques. On l'abandonne totalement, et cet abandon, on appelle ça la foi. Et sur la base de cette foi, on y injecte la politique qu'on veut. Et là, c'est là où je parle vraiment de politique. C'est qu'on utilise cette espèce de levier mental qui repose sur absolument rien et pour lequel on vous a dit abandonnez votre intelligence. Et maintenant, je parle au nom de ce Dieu-là. Et je vais vous imposer plein de trucs. Je vais vous dire comment vous devez vous comporter avec votre femme, en bien ou en mal. Hein. Comment vous devez vous comporter au lit. Comment est-ce que vous devez vous comporter avec les autres. Qu'est-ce que vous devez faire de votre corps, ne pas faire de votre corps. Tout ça, j'ai rien pour le justifier. Mais je vais utiliser toute la base floue que j'appelle la foi pour pouvoir dire j'utilise le levier que j'ai pour entrer dans votre tête et pouvoir vous faire accepter tout ça sans broncher. Et on a fait passer la foi pour vertu. On a fait littéralement passer l'ignorance pour vertu. Mais quand on regarde le système il est buggé de partout. Fondamentalement. Voilà, ça c'était ma conclusion. Clemzy, si tu veux t'exprimer aussi. Je n'ai rien à ajouter. C'est rare, hein. D'aucuns diraient que je ferme jamais mais vraiment, c'était, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai vraiment rien à ajouter. Le découlement est logique, cohérent, et effectivement, dans l'absolu, Dieu, le concept de Dieu n'a pas à ne pas exister, mais le Dieu des religions monothéistes abrahamiques, il est profondément incompatible avec l'univers tel qu'on le connaît. Il n'est pas incompatible de tous les univers. Bien sûr. Il est incompatible avec notre univers. Donc peut-être qu'en fait, vous priez un Dieu qui existe, mais qui n'est pas le Dieu de notre univers, par exemple. Ce serait possible, on peut tout imaginer. Il y a pas de souci. Allah fait ce qu'il veut, il peut même décider de ne pas exister, par exemple. Donc du coup, vous pouvez mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que si Dieu existe, il va pas ressembler à celui qui est décrit dans les livres. Et c'est normal, c'est pour ça que la foi, c'est quelque chose d'intime et de personnel. Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas assez chrétien, pas assez musulman, parce que vous avez votre propre vision de ce qu'est Dieu. Dieu, c'est la relation que vous avez avec un être plus ou moins imaginaire. La seule chose que tu es en train de dire, c'est que, en attendant, la règle du jeu que sont les livres saints des religions monothéistes abrahamiques ou hindoues ou ce que vous voulez, est incompatible avec l'espace-temps dans lequel vous vivez. Et c'est pas grave, c'est comme ça. Mais ça veut pas dire que vous n'avez pas le droit de faire votre propre cheminement spirituel et surtout de faire preuve de raisonnement, de rationalité et de ne pas vous laisser dicter qu'est-ce que votre rapport à Dieu.